Bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre ensemble les bases du moteur de jeu Godot. Donc Godot, c'est un moteur de jeu open source qui vous permet de créer des jeux vidéo 2D ou 3D. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le moteur, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne qui présente un peu une vue d'ensemble du moteur, si vous voulez la regarder après ce tutoriel. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les fondamentaux, tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien débuter, bien commencer avec Godot. Alors, on va se concentrer sur l'aspect 2D déjà, puisque c'est plus facile, je trouve, pour débuter, mais ces fondamentaux s'appliquent aussi, dans une certaine mesure, de toute façon, à la 3D, et on va rester dans les bases du moteur. Donc, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités cœur, toutes les choses importantes que vous avez besoin de savoir pour débuter, mais bien entendu, je ne vais pas chercher à faire le code ou le truc le plus optimisé possible. Le but, c'est que vous compreniez ce que vous faites et que vous appreniez les bases du moteur. La première chose à faire déjà pour créer un jeu avec Godot, c'est déjà de télécharger Godot. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à vous rendre sur le site internet qui est godoengine.org, où vous avez le lien dans la description, et vous arrivez donc sur la page d'accueil du site qui présente les dernières nouveautés, les spécificités du moteur, donc avec la 2D, la 3D, le langage, l'open source, etc. Vous pouvez lire s'il y a des choses qui vous intéressent, mais nous, là ce qu'on va faire, c'est déjà télécharger le moteur. Donc ici on a le bouton Download Latest, on voit que le moment où j'enregistre cette vidéo je suis en 4.2.1, tant que vous êtes en version 4. Quelque chose, ce tuto devrait être valide et il ne devrait pas y avoir de problème. Je mettrai en commentaire s'il y a des gros changements dans des futures versions, mais je pense que ça devrait aller. Donc on clique sur Download Latest et on arrive sur la page de téléchargement en fonction de système d'exploitation. La machine sur laquelle j'enregistre ce tuto est en Linux, donc là il me propose pour Linux, mais si vous êtes sur Mac ou Windows, ça sera exactement la même chose, hein, juste vous aurez à cliquer du coup sur cette version-là. Prenez bien la version ici Godot Engine tout court, puisque la version .NET c'est pour faire du C#. Nous on veut le moteur de base en utilisant le JDScript, qui est le langage créé pour Godot par Godot. Ça marche très bien et c'est l'idéal pour débuter, c'est beaucoup plus simple. Donc on va télécharger cette version-là. On a juste à cliquer et il va nous proposer de l'enregistrer quelque part dans notre ordinateur. Donc sous Windows, il va peut-être directement vous le télécharger. Moi, sous Linux, il me propose de le mettre à quelque part. Donc je vais le mettre dans base Godot, c'est très bien. Et je clique sur enregistrer, tout simplement. Et donc le moteur va se télécharger. Là, vous voyez, c'est déjà fini. Parce que Godot, c'est très très léger. Vous voyez, ça fait à peine 40 MO. Il n'y a pas d'installateur, il n'y a rien besoin de faire en fait. Ça va être très très simple pour lancer le moteur, vous allez voir. Donc ensuite, je me rends dans le dossier où je viens de télécharger Godot. Donc moi, c'est dans ce dossier base Godot, où il y a d'ailleurs les assets pour le jeu, on en parlera juste après. Et donc la seule chose qu'il y a à faire, en fait, une fois que vous avez téléchargé l'archive du moteur, c'est tout simplement de l'extraire. Donc sous Windows, c'est un clic droit extraire, sous Mac, il suffit de double-cliquer dessus, sous Linux, c'est aussi un extrait issu dans ce cas-là. Hop, on extrait le moteur, et vous voyez ici, on a un exécutable qui vient de se créer, et en fait, voilà, vous avez déjà installé Godot, il suffit de double-cliquer dessus pour lancer le moteur, et il n'y a rien besoin d'autre à faire. Alors moi j'ai pas le logo, hein, si vous êtes sous Windows vous aurez le petit icône comme il faut, vous avez juste à double-cliquer et ça lance le moteur. Une fois que vous avez lancé Godot, vous arrivez sur cette fenêtre où vous avez une liste de projets. Alors vous en aurez sûrement probablement pas du tout, vu que vous venez d'installer le moteur. Moi j'ai pas mal de projets comme on peut le voir. Et donc ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur le petit bouton New, ici en haut à gauche, pour créer un projet. Donc on clique sur New. Ensuite, ici, il va nous demander le nom du projet. Donc ici, vous pouvez mettre n'importe quoi, enfin ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre YouTube base Godot. Mais vous pouvez mettre le nom du projet que vous voulez. Et ensuite, vous laissez bien cocher en forward plus, ça ne changera pas grand chose. En version, vous pouvez mettre none ou git, ça ne changera pas non plus parce qu'on ne va pas s'amuser à versionner le code. Et ensuite, ici, il va falloir que vous choisissiez l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre projet de jeu. Donc on clique sur Browse et on choisit où on veut aller tout simplement. Donc moi dans l'exemple, je vais aller dans Document base, ça me va très bien. Je fais Select Current Folder. Je clique ici sur le Create Folder pour créer un dossier à la racine de mon dossier que je viens de sélectionner, parce que Godot veut créer un projet uniquement dans un dossier vide. Donc ça me permet de créer un dossier vide à l'endroit que j'ai sélectionné, et ensuite j'ai juste à cliquer sur Create and Edit pour lancer le moteur. Une fois que le moteur s'est chargé, on arrive sur cette interface qui présente tout simplement le projet. Alors là, tout est bien vide puisqu'on vient de créer un projet vide, mais ça va être ici que vous allez pouvoir créer votre jeu. Donc on va déjà faire un rapide tour de l'interface. Au milieu, vous voyez, c'est le jeu en fait que vous êtes en train de créer. Donc là, on a une scène 3D qui est chargée par défaut, mais nous, on va utiliser uniquement la scène 2D. Donc on peut changer entre 2D et 3D ici avec les deux petits icônes en haut. Donc on a juste à cliquer sur 2D, hop, et on arrive sur la scène 2D. Donc ça, c'est notre jeu qui pour un moment naturellement est vide.
Donc au milieu, l'écran principal, le jeu. On peut également, on va utiliser plus tard la fonctionnalité script, donc qui permet d'écrire du code pour créer la logique du jeu. Donc on va surtout utiliser ces deux-là en fait, basculer entre script et puis 2D, et ensuite vous aurez peut-être besoin de 3D. AssetLib, c'est comme l'asset store d'Unity, c'est un endroit où vous allez trouver plein de scripts, d'images, de choses que proposent d'autres créateurs de jeux pour vous, donc on va pas du tout l'utiliser nous, mais ça peut être utile si vous avez besoin d'images, de personnages animés, de trucs comme ça, vous pouvez aller faire un tour. Donc là, on a au milieu la vue principale. On a à gauche en haut la hiérarchie de la scène, c'est-à-dire qu'ici vont être listés tout ce qui se trouve dans la scène de notre jeu. Donc je vais vous expliquer après, mais là par exemple si je crée des nœuds, donc qui sont des éléments du jeu, ici on voit, hop, on a un nœud. Si j'en rajoute un autre, par exemple, alors je vous expliquerai tout ça après, mais là c'est pour l'exemple de l'interface, là on voit bien la hiérarchie donc de tout ce qui se trouve actuellement dans mon jeu, qui n'est visuellement pas affiché là parce qu'il n'y a aucun affichage, aucun sprite, aucune image associée, mais on voit tout ça. Par exemple ici, si je viens mettre hop, la petite icône de Godot, on voit qu'elle vient d'apparaître ici dans la hiérarchie. Je peux la sélectionner en cliquant dessus ou directement en cliquant dessus dans la scène et je peux la bouger, etc. On a ici donc un élément qui est, on appelle ça un sprite, puisque c'est une image en fait qu'on ajoute au jeu. Donc ça, c'est ça la hiérarchie. On voit qu'il y a une notion de parent-enfant, puisque là je peux déplier. Donc si je glisse un nœud sur un autre, eh bien ça va tout simplement le mettre enfant de lui, et je peux les déplier par exemple pour m'organiser, pour ranger les choses. Donc ça, c'est la hiérarchie en fait de la scène. Juste en dessous, là où je suis allé chercher la petite image de Godot que j'ai glissée sur ma scène, c'est bien le file system, comme c'est indiqué là, c'est simplement l'endroit où vous allez venir mettre toutes vos ressources que vous utilisez pour votre jeu. Donc que ce soit des images, des sons, etc. On va venir tout importer ici, d'ailleurs juste après on va importer les assets dont on va avoir besoin pour créer le jeu. Et ensuite, le dernier endroit important, c'est ici la colonne de droite. Quand on sélectionne quelque chose, ici je vais reprendre mon icône, et bien on voit qu'il y a plein de choses qui s'affichent ici. Et en fait, cette colonne-là, c'est l'inspecteur. Elle va vous afficher les détails de tout ce que vous avez sélectionné. Donc, par exemple, ici, j'ai sélectionné un sprite. Il m'affiche donc le nom de ce que j'ai sélectionné, donc un sprite 2D. Il m'affiche la texture, donc le petit logo de Godot. Et on a toutes les propriétés, en fait, de cet élément. Donc, on a ici un système d'animation. On a ici, dans notre 2D Transform, sa position. Ici, sa position X, Y. Donc, si je m'amuse à la modifier, je mets 500. Hop, on voit que ça bouge ici l'élément. Là, on a la rotation. Si je commence à la modifier, ça fait tourner la rotation du sprite. Donc, en fait, voilà, cette colonne droite, là, l'inspecteur, elle contient, elle affiche toutes les propriétés de l'objet que vous avez sélectionné, que ce soit depuis la hiérarchie ou directement depuis la scène. Donc, la texture, la position, tout ça. Et en fonction de ce que vous avez sélectionné, vous allez avoir différentes propriétés qui vont être affichées ici. Donc ça, c'était pour le tour rapide de l'interface, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus en détail au fur et à mesure de la création du jeu. Mais là, déjà, la première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'importer nos ressources. Alors déjà, je vais supprimer tout ce que j'ai mis ici. On ne va pas utiliser ça. Mais nous, on va faire un petit jeu de bataille spatiale, donc on va avoir besoin d'assets de bataille spatiale. Ce que je vous conseille d'utiliser, alors si vous avez vos propres assets, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre d'utiliser les assets que vous voulez. Moi, je vous ai mis le lien dans la description vers le site de Kenny ou Kenny, je ne sais pas comment on dit, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu des jeux vidéo, puisqu'il propose plein d'assets, de super assets 2D ou 3D totalement gratuits. Donc c'est Creative Commons CC0, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser pour des jeux que vous faites des projets perso, mais aussi des jeux commerciaux, etc. Sans souci, sans rien reverser comme argent, et sans même avoir besoin de le créditer. Donc moi je le fais quand même parce qu'il fait du bon travail. Et donc le lien que j'ai mis en description, c'est le pack Space Shooter Redux qui vous propose un pack avec pas mal de petits sprites. Vous voyez, il y a des vaisseaux, des tirs, des astéroïdes, etc. Nous, on va en utiliser très peu, mais je vous conseille d'utiliser celui-là pour avoir les mêmes graphismes que moi, mais si vous souhaitez utiliser autre chose, il n'y a aucun souci. Donc vous avez téléchargé le pack ici, qui va vous donner une archive donc en .zip, et ensuite vous allez devoir extraire l'archive pour aller chercher uniquement les images dont on a besoin. Donc de retour dans mon explorateur de fichiers, moi j'ai sélectionné 3 images dont on va avoir besoin. Donc j'ai pris le Playership 3 Blue pour avoir un vaisseau pour le joueur, j'ai pris le Meteor Brand Big 3 pour avoir une météorite, et un black.png qui est en fait un background, une image de fond. Puisqu'on va faire un petit jeu où on va devoir esquiver des astéroïdes avec un vaisseau, donc on a besoin d'astéroïdes de vaisseau, et vu que ça sera dans l'espace, on a besoin d'un fond espace.
J'ai également pris, dans les bonus du pack, dans l'archive, il y avait une police de caractère, une typographie, que j'ai pris aussi, parce que ça permettra d'avoir une interface un petit peu plus jolie. Donc pour apporter des assets ici, le plus simple, hein, ça reste de aller chercher l'endroit où vous avez vos assets, de les sélectionner. Donc je prends bien attention, hein, puisque moi c'est là aussi où j'ai installé Godot tout à l'heure. Donc je prends uniquement les assets, donc mes 3 images et ma typographie, et je vais simplement les faire glisser ici, dans ma fenêtre en bas à gauche. Et quand je lâche le clic, hop, on voit que tout est chargé. Donc j'ai bien mon image de fond, ma typographie et l'image du joueur, ainsi que l'image du météore. Donc maintenant qu'on a importé tous nos assets, on va pouvoir commencer la création du jeu. Et pour ça, on va devoir voir une des notions fondamentales avec Godot, qui sont la création de scènes et de nœuds, ce que j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai fait une démonstration de l'interface. La première notion fondamentale à comprendre quand on utilise Godot, c'est le système de scènes et de nœuds. Parce que dans Godot, tout est une histoire de scènes de nœuds, tout simplement. Ici, je vous ai mis une capture d'écran du petit jeu qu'on va faire une fois qu'il sera terminé, en fait. Donc on voit, on a des astéroïdes qu'on doit éviter en tant que joueur. Ici, on contrôle ce petit vaisseau. On a également un système de score. Eh bien, ça, notre jeu, c'est notre niveau, notre levels. Et en fait, ça va être une scène, tout simplement. Le jeu final, c'est une scène. Et en fait, cette scène, qui est notre jeu, contient elle-même d'autres scènes. Ici, je vous ai mis un exemple, enfin uniquement 2 exemples pour être simple sur le schéma, mais cette scène qui est notre jeu contient plusieurs scènes astéroïdes, puisque vous voyez, il y a plusieurs astéroïdes. Chaque astéroïde, c'est en fait une scène astéroïde, et également une et unique, parce qu'il y a un seul joueur, scène joueur. Donc en fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans Godot, c'est que tout dans Godot est scène. Si vous connaissez un peu Unreal ou Unity, il n'y a pas d'histoire de level, de préfab, de machin. Tout est une scène. Votre niveau, c'est une scène. Votre joueur, c'est une scène. Vos astéroïdes, c'est une scène, dans cet exemple. Et en fait, ces scènes sont constituées de nœuds. Ici, je vous ai fait encore une fois un exemple très simple. La scène astéroïde, elle va avoir un nœud image et un nœud collision. Le joueur, pareil, il va avoir une scène image, enfin un nœud, pardon, image et un nœud collision. Donc c'est vraiment le principe de base de Godot, c'est qu'on a des scènes, ces scènes peuvent avoir des nœuds, et on peut également mettre des scènes dans des scènes. Ce qui fait que dans le jeu final, en fait, vous avez une scène par astéroïde qui lui-même a plusieurs nœuds, une scène pour le joueur qui lui-même a plusieurs nœuds, et ici vous pourrez avoir un autre nœud, hein, vous pourrez avoir un nœud pour jouer du son, un nœud pour les animations, etc. Donc ça c'était pour l'aspect théorique, maintenant je vais vous montrer dans le moteur comment ça se passe réellement, la création de scènes et la création de nœuds. Donc de retour dans Godot, on va pouvoir créer notre première scène. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, on a une scène vide qui est ouverte. Si vous voulez créer une nouvelle scène, vous pouvez cliquer ici sur le plus et ça va vous créer une nouvelle scène. Donc je vais garder la scène de base qui était ouverte. Et donc là, il nous propose de créer un root node, c'est-à-dire le nœud qui va servir de base à cette scène. Donc nous, dans ce cas-là, on peut créer soit une scène de base en 2D, soit 3D, soit une interface, soit autre chose. Nous, on va choisir autre chose parce qu'en fait, la première scène qu'on va créer, c'est la scène du joueur. Donc on clique sur Other Node et ici, on va chercher un contrôleur en fait qui est déjà créé par Godot qui nous permet de créer un joueur. Donc pour ça, on va ici dans la base de recherche, ici on voit qu'on a plein de nœuds avec des histoires de parents, de relations, hein, puisque quand on va déplier notre 2D, on va voir qu'il y a plein de nœuds enfants, etc. Et on a encore d'autres nœuds qui ont des sous-nœuds, etc. Nous, on cherche un nœud assez spécifique, donc on va dans recherche ici et on tape caractère, donc personnage en anglais, et on va sélectionner caractère body 2D. Donc on clique dessus, c'est un des nœuds que vous utiliserez le plus pour tout ce qui est personnage, et on clique sur create ici. Hop, et là on voit qu'il nous a ajouté un nœud à la racine de notre scène. Donc ça c'est vraiment le nœud qui va être la racine. Vous pouvez avoir un seul et unique nœud racine par scène, et ensuite vous pouvez avoir plein d'enfants pour ce nœud. Donc déjà la première chose qu'on va faire c'est le renommer, donc on va double-cliquer dessus et on va l'appeler player par exemple, puisque ça va être notre joueur. Et ici on voit qu'il nous dit attention, parce que notre nœud n'a pas de forme en fait. Donc il ne va pas pouvoir avoir de collision avec autre chose. Donc c'est ce qu'on va ajouter tout de suite, on va ajouter deux choses. Notre joueur, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'un sprite, pour qu'on puisse le voir, donc une image, et d'une collision, pour qu'il puisse rentrer en collision avec les astéroïdes. Donc pour ajouter des enfants à un nœud, eh bien on clique dessus, et on clique ici sur le petit plus qu'il y a là, ou alors le raccourci c'est CTRL A. Donc on clique dessus, et là on retourne donc sur cette fenêtre, et on peut ajouter un autre nœud. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est une image, donc c'est un sprite, donc on tape ici sprite, on prend sprite 2D, et on fait create, et là on voit que, comme je vous ai présenté tout à l'heure avec l'interface, il nous a ajouté en enfant de notre nœud player un sprite 2D.
Donc le sprite, ça permet de gérer une image. Donc là, on voit dans l'inspecteur, qui est l'endroit où on voit, je vous rappelle, toutes les propriétés de ce qu'on a sélectionné à gauche, on voit que texture, c'est vide. Eh bien nous, on va tout simplement prendre notre player ship, là, donc moi j'ai player ship 3, vous avez peut-être autre chose, et on va le glisser, déposer, jusqu'ici, là, où il y a écrit empty. On relâche, et hop, ça nous a déposé, du coup, notre vaisseau. Du coup, maintenant, notre joueur a un visuel, il ressemble à quelque chose. Donc déjà, c'est pas mal. Mais on a encore besoin d'autre chose, on a dit c'est une collision, parce que c'est bien qu'il ressemble à quelque chose, mais s'il ne peut pas rentrer en collision avec les astéroïdes, eh ben, ça va être compliqué d'avoir un jeu. Donc pareil, comme tout à l'heure, on sélectionne Player, on reclique sur le plus ici, et là cette fois on va taper collision, et on va chercher Collision Shape 2D. On sélectionne et on clique sur Create. Là, on voit du coup qu'on a ce nouveau nœud qui se fait ajouter, et on a encore attention là, parce qu'il nous dit attention, vous n'avez pas de shape, en fait, pas de forme. Parce que du coup, il faut cliquer sur ce nœud, et ensuite, vous voyez, en haut à droite, ici dans l'inspecteur, toujours, on a shape empty, ça veut dire que c'est vide. Donc on clique dessus, et là, on a plusieurs formes proposées. On peut avoir un rond, on peut avoir un carré, une capsule, etc. Moi, je vais faire le plus simple possible, donc je vais cliquer sur New Circle Shape 2D, et ça va m'ajouter ici un nouveau cercle de collision. Si vous avez bien l'outil de sélection ici, parce que ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais vous présenter l'interface, mais ici on a les différents outils. Donc on a l'outil de sélection, l'outil pour bouger des éléments, donc gauche-droite, haut bas. On a un outil de rotation aussi, qui me permet de faire tourner les éléments, et un outil de scale qui permet de les agrandir. Et après il y a deux outils un peu plus avancés qu'on va pas voir spécialement ici, donc je réinitialise tout ce que j'ai fait, et donc si on a bien l'outil de sélection ici qui est sélectionné, et bien ici on a un petit point, et on peut agrandir ou réduire cette collision shape, donc cette boîte de collision. Alors moi je vais faire quelque chose à peu près comme ça, voilà. L'idée c'est pas d'avoir un truc extrêmement précis au contour du vaisseau, mais juste d'avoir quelque chose qui nous permet de rentrer en collision avec autre chose. Donc là notre scène en termes de nœuds est terminée, puisqu'on a une image pour le joueur et on a une collision. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est la sauvegarder, puisque vous voyez ici il y a écrit qu'elle n'est pas sauvegardée. Donc pour ça le fameux raccourci CTRL S, et ici, il nous met donc à la racine. Vous pouvez créer des dossiers, des fichiers pour vous organiser. Là, on va faire le plus simple, on va tout mettre à la racine. On va laisser le nom player. .tsn, ça veut dire que c'est une scène. Donc on sauvegarde une scène. Et on clique juste sur Save ici. Et là, vous voyez, hop, on a la scène ici qui vient de se sauvegarder. Donc si je la ferme là, hop, on n'a plus rien. Et que je double-clique ici dans mon file system sur player.tsn, on rouvre la scène joueur qu'on vient de créer. Donc là, c'est bien, on a notre petit vaisseau, on peut lancer cette scène d'ailleurs. Donc pour lancer une scène, c'est ici en haut à droite. Là, le bouton play, ça permet de lancer le jeu en lui-même. Alors ça, je ne vais pas le faire tout de suite parce que comme on n'a pas la scène principale du niveau, ça ne va pas marcher. Il va nous dire qu'il n'y a pas de scène principale qui a été configurée, donc on fera ça plus tard. Là, à droite, vous avez raccourci F6, un petit icône ici qui permet de lancer la scène courante que vous avez affichée. Donc on clique dessus, et hop, là on a notre jeu qui se lance, où on voit notre joueur qui est ici dans le coin. Pourquoi dans le coin? Eh bien parce que ici vous voyez, il est au centre du monde. Donc si je le décale un petit peu, alors j'ai décalé les enfants naturellement, donc on sélectionne bien Player, on peut cliquer ici sur l'icône Group Selected Node, ce qui permet de rendre impossible la sélection des enfants dans l'interface. Donc maintenant, si je déplace ici, eh bien je déplace bien tout mon joueur et pas un sprite enfant. Donc là je l'ai déplacé et du coup si je relance ma scène, hop, on peut voir eh bien, mon joueur qui est au milieu. Alors c'est cool, il est affiché, mais en fait on peut pas encore faire grand chose, on peut pas le déplacer. Et donc c'est là qu'on va devoir écrire nos premières lignes de code en GDScript. Donc pour créer eh bien, la logique du jeu, on va utiliser ce qu'on appelle le GDScript. Donc, le GDScript dans Godot, c'est un langage de programmation qui a été créé uniquement pour Godot. Donc vous trouverez GDScript nulle part ailleurs, mais en fait c'est inspiré et basé sur Python, qui est un langage de programmation très très connu. Donc vous allez voir, si vous connaissez un peu, la syntaxe est assez proche. Et donc à quoi ça sert le GDScript? Eh bien, c'est un langage de programmation, donc ça sert à créer tout ce qui est la logique du jeu. Sans programmation, on n'a pas réellement de jeu. Alors aujourd'hui, il y a des moteurs qui utilisent de la programmation visuelle, d'ailleurs il y en a aussi dans Godot, mais concrètement, dans Godot, il vaut mieux quand même utiliser la programmation, qui est bien plus puissante, bien plus permissive, et bien plus utilisée. Donc la logique du jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on veut déplacer notre joueur, dans cet exemple, eh bien c'est par programmation qu'on va aller chercher la touche du clavier sur laquelle on vient d'appuyer. Donc par exemple, on vient d'appuyer sur Z qui nous permet de faire avancer notre joueur. Et dans la programmation, on va dire, si la touche Z vient d'être appuyée,
alors on va aller chercher notre joueur et on va aller changer un paramètre qui s'appelle la velocity, donc sa vélocité. Et on va lui dire, eh ben, ta vélocité, maintenant tu avances. Quand on appuie sur Z, on avance. Quand on appuie sur S, on recule. Quand on appuie sur Q, on va à gauche. Quand on appuie sur D, on va à droite, par exemple. Toute la logique du jeu, comme ça, va être créée par programmation. Donc les déplacements du joueur, mais aussi sa collision avec les astéroïdes, le fait de perdre, etc. Toute la logique, en fait, est gérée par programmation. Et la programmation, si vous connaissez pas du tout, c'est eh bien en fait un système d'événements. Si se passe ça, alors on fait ça. Si se passe ça, alors on fait ça, etc. D'ailleurs, pour ce tuto, c'est mieux si vous avez quand même quelques bases en programmation, parce que je ne vais pas tout réexpliquer de zéro, mais si vous ne connaissez rien du tout, vous pourrez quand même suivre ce tuto pour comprendre les bases de Godot, et ensuite je vous invite à un petit peu plus apprendre et approfondir la programmation, puisque c'est vraiment le cœur de la création d'un jeu vidéo. De retour dans Godot, on va donc pouvoir créer notre premier script qui va nous permettre de gérer les déplacements du joueur. Donc on va cliquer ici donc, sur le nœud racine, donc player, et ensuite on va cliquer là sur attach a new or existing script to the selected node. Donc on clique dessus, et ici il va nous permettre de créer un nouveau script, ou d'en attacher un s'il existe déjà. Donc là on ne touche à rien, hein, on laisse comme c'est. Si ici vous avez un template qui est sélectionné, eh bien vous le prenez et vous l'enlevez, en fait vous désactivez ici la petite case, parce qu'on veut un truc vide, on veut rien, parce que sinon il va créer du code déjà qui existe qui ne nous intéresse pas. Et donc on laisse tout par défaut, on laisse à la racine. Ici, vous pouvez changer l'endroit où vous voulez le mettre si vous organisez avec des dossiers. Là, on va faire simple, on va juste cliquer sur Create. Et là, paf, on vient automatiquement de basculer en fait sur le troisième onglet qui est l'onglet Script. Donc cet onglet Script, on peut y accéder soit en cliquant dessus, soit si vous êtes ici dans votre scène, si vous cliquez sur le petit icône là à côté de nœud auquel vous avez ajouté le script, eh bien ça va vous envoyer automatiquement ici. Donc là, on est donc dans l'éditeur de script qui est intégré à Godot, qui nous permet d'écrire donc en GDScript. Donc nous, ce qu'on va vouloir gérer, c'est en fait bien le déplacement du joueur, qu'on puisse le déplacer à l'écran. Déjà, on va faire un tout petit changement, c'est que notre joueur, là, il regarde, vous voyez, si on lance la scène, il regarde en haut. Sauf que moi, je veux que les astéroïdes viennent comme ça de la droite et qu'on évite les astéroïdes en regardant du coup vers la droite, vers où ils arrivent. Donc pour ça, on va tout simplement aller dans le sprite 2D, et ici dans l'inspecteur, on va dérouler ici transform, et dans rotation ici, vous voyez, on peut mettre une rotation au joueur, et on va tout simplement mettre 90 degrés, comme ça notre joueur, il va regarder par la droite. Et ensuite, si je lance ma scène, on voit bien que hop, maintenant le joueur regarde dans la bonne direction. Donc ça c'était un petit ajustement, on va retourner du coup dans notre script, donc en cliquant là, et on va coder tout simplement le système de déplacement du joueur. Alors il y a une fonction qu'on va utiliser qui s'appelle physicsProcess. Donc une fonction, c'est un bloc de code qui va être appelé. Alors il y a des fonctions qui sont pré-créées automatiquement par Godot, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les appeler, Godot va tout seul les exécuter, puisqu'en fait ça fait partie du cœur du jeu. Ces fonctions-là, il y en a trois principales. Il y a la fonction qui s'appelle ready, donc si vous tapez funcReady, il va vous le proposer, vous avez juste ensuite à appuyer sur tab, et il va vous finir le truc. Donc on a ready. On a la fonction process, pareil, et on a, donc je vais marquer pass. Pass, ça veut dire que la fonction est vide, on passe à la suite en gros. Si vous mettez pas ça, vous allez avoir une erreur, il va pas être content. Et la troisième, c'est physicsProcess. Hop, et on remet pass. Donc ça, c'est les trois fonctions principales qui vont être, alors il y en a d'autres, hein, mais qui vont être appelées par Godot. On peut voir qu'il y a un underscore au début, c'est pour me dire, ça c'est une fonction qui est créée par Godot, qui va être automatiquement appelée par Godot sans que vous ayez besoin de le faire. Donc la fonction ready, c'est une fonction qui va être appelée quand votre nœud vient d'être créé, donc quand on ajoute player au jeu, là on a une suite d'exécution qui va être faite une seule et unique fois au lancement du jeu. Donc ça peut être initialiser la vie du joueur, changer sa position, etc. Donc c'est fait une seule et unique fois. Et ensuite, process et physicsProcess, c'est fait tout au long du jeu. C'est fait donc 60 fois par seconde, par exemple, si votre jeu tourne à 60 fps. Et ça va être toutes les autres actions qui vont être appelées tout le temps. Par exemple, déplacer le joueur, c'est quelque chose qu'on veut faire tout le temps. Pas uniquement au démarrage du jeu, puisque sinon ça veut dire qu'après, quand on essaye de bouger, on ne peut pas bouger. Donc ces deux fonctions vont être appelées 60 fois par seconde. Et c'est là-dedans en fait qu'on va mettre la principale logique, donc déplacement du joueur, tir du joueur, si on fait un système de tir, déplacement des astéroïdes, etc. etc. La différence est un peu subtile au début, mais la différence c'est que dans physicsProcess, on va mettre tout ce qui a en rapport avec la physique. Donc tout ce qui est en rapport avec la physique au sens physique, donc déplacement du joueur par exemple, c'est de la physique. Une collision, c'est de la physique. Alors que dans Process, on va mettre tout ce qui n'a pas de rapport avec la physique, tout simplement. Donc là, vous l'avez deviné, la fonction qu'on va utiliser, c'est physicsProcess. Donc pour ne pas vous embrouiller, je vais enlever
les deux autres fonctions et on va garder uniquement celle-là. Donc dans Physics Process, puisque on a la physique, on a également des paramètres, alors je n'ai pas précisé, mais dans Process et Physics Process, on a le paramètre qui s'appelle delta. On va pas en parler dans cette vidéo, mais c'est un paramètre qui permet, enfin si on va en parler, mais un peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs, qui permet de garder des mouvements ou des scripts qui soient indépendants du framerate. C'est-à-dire que si votre ordinateur se met à laguer, le jeu ne va pas laguer et avoir des trucs bizarres en même temps. Mais bon, on reviendra dessus en détail un peu après dans la vidéo. Ce que vous avez à savoir, c'est dans le Physics Process, généralement, on n'a pas besoin d'utiliser le delta parce que le système de déplacement du joueur le prend déjà en compte. Donc vous n'avez pas besoin de l'utiliser pour que votre déplacement du joueur soit déjà indépendant du framerate. Donc ici, dans Physics Process, on va écrire le déplacement du joueur. Donc la première chose qu'on va déjà avoir besoin, c'est récupérer les touches du clavier. Les touches du clavier, pour ça, on a donc une condition. Donc si on met if, ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire si en anglais tout simplement. Donc on va créer une condition qui s'appelle if. Et donc ensuite on tape input.isActionPress. Donc ici vous voyez, quand on commence à écrire des choses, il nous propose des fonctionnalités. Donc on peut ensuite changer soit avec les flèches du clavier, soit avec la molette de la souris. Et on peut aller présélectionner quelque chose et appuyer sur Tab pour qu'il l'écrive. Et ensuite, ici, on va avoir besoin de passer une chaîne de caractères. Donc une condition en GDScript s'écrit comme ça. Donc on met if, ensuite on met la condition. Donc est-ce que la touche suivante est appuyée? Donc là on va mettre le nom de la touche. Et ensuite on met 2 points. Et ensuite à la ligne. Et vous notez ici, donc là je vais mettre passe, toujours un exemple. Quand on est dans un bloc de code, on met toujours une indentation ici. Il va le faire tout seul, mais c'est-à-dire que si ici j'enlève l'indentation, hop, il ne va pas être content, parce que ça veut dire que c'est un autre bloc de code. Donc il faut toujours se mettre au début et faire tab pour bien indenter le code. Donc ici, la condition c'est si la touche donc qui n'existe pas, est appuyée, alors on fait le code qui est ici. Donc ici, on va mettre une touche qui existe, sauf que déjà, il faut la configurer, parce que de base, Godot ne codait pas toutes les touches de votre clavier, de votre manette de Xbox ou autre. Donc il faut la configurer. Donc pour ça, on va dans Project, ici, et Project Setting. Ensuite, on va changer d'onglet. Ici, c'est en fait les paramètres de votre projet. En fait, vous voyez, on a le nom du projet. Ici, on a la scène principale. On a plein de paramètres, même la résolution de votre jeu ici, si vous voulez la changer. Nous, on va changer d'onglet. On va aller dans Input Map ici, et là, on va avoir une liste en fait, d'input, donc qui ici est vide. Donc, on va en créer une. Donc, on clique ici sur Add New Action et on va créer, par exemple, Move _ Top, ce qui veut dire bouger en haut. Et ensuite, on a ici, on clique sur Add. On va d'abord toutes les créer. Donc, on a Move Top, on a Move Down, donc pour bouger en bas, on clique sur Add. On a Move Right, donc pour bouger à droite, et on a Move Left, pour bouger à gauche. Alors, que ça soit de manière dans les inputs ou de manière générale dans le code, vous allez voir, c'est mieux de prendre la bonne pratique de tout écrire en anglais. Vous pouvez, si vous débutez, commencer à écrire les choses en français, mais c'est mieux d'écrire en anglais puisque toutes les documentations que vous trouverez sont en anglais, la majorité des tutos que vous trouverez sont en anglais, et même si vous travaillez ensuite avec des gens, c'est plus facile parce qu'en plus le français n'est pas très adapté à la programmation, on ne peut pas mettre d'espace, on peut pas mettre d'accent, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être une bonne pratique à suivre. Donc là, vous voyez, on a toutes nos actions qui vont être utilisées pour le déplacement. Donc move top, down, right et left. Sauf que ça, c'est lié à aucune touche, c'est lié à rien. Donc pour ça, on sélectionne notre action et on va à droite ici, on a un plus. On clique dessus et ici, il va nous demander quelle touche on veut. Donc vous voyez, on a toutes les touches du clavier, de la souris et même des manettes. Alors vous pouvez chercher tout simplement la touche que vous voulez, donc soit en recherchant ici, soit en allant dans les trucs ici. Mais le plus simple en fait, c'est que là il va écouter votre clavier, donc vous avez juste à appuyer sur votre clavier sur la touche. Donc là par exemple j'appuie sur Z avec le truc configuré. Et il me dit Z or W, puisque en fonction de si vous avez un QWERTY ou un AZERTY. Et on a juste à cliquer sur OK. Ensuite on fait pareil, move down on fait plus, là on appuie sur S. Donc il a bien détecté S, je fais OK. On va right, on appuie sur D, on fait OK, on va left, on appuie sur Q et on fait OK. Donc là, vous voyez, il vient, de me mettre toutes les touches dont j'ai besoin. À noter que il met les touches physiques. Donc c'est-à-dire que pour lui, là, le Q c'est un A et le Z c'est un W. Parce que si on a un QWERTY, c'est comme ça. Mais du coup, votre jeu, il tournera sur QWERTY ou sur AZERTY sans problème, puisque c'est vraiment la touche physique en elle-même, et c'est pas ce qui est écrit sur la touche, en gros. C'est l'emplacement physique sur le clavier. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, maintenant qu'on a
configurer eh bien, nos actions, on va les utiliser. Donc ce qu'on va utiliser, c'est ce qui est écrit là, ce qu'on a créé, donc move top, move down, move right et move left. Donc on peut fermer cette petite fenêtre, et là, à la place de the, là où j'avais mis n'importe quoi, eh ben, on peut mettre vraiment ce qu'on vient de créer, donc move top par exemple, et là du coup, ce que ça fait, c'est si sur le clavier, on vient d'appuyer sur la touche Move Top, c'est-à-dire la touche, je le rappelle, qu'on a actionné, qu'on a liée ici, donc W ou Z si on est sur AZERTY, eh bien, on va rentrer dans cette condition. Par contre, si on n'appuie pas sur cette touche, eh ben, le code va continuer sa vie. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger le vaisseau vers le haut. Donc pour ça, il y a quelque chose de natif, d'intégrer au caractère body 2D dans Godot. On n'a pas besoin de gérer la position, on peut directement gérer la vélocité, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement dans l'espace. Donc quand on appuie en haut, on va lui dire qu'on veut qu'il bouge vers le haut. Donc pour ça, on tape velocity, point. Vélocité, c'est un vecteur 2, c'est-à-dire qu'il a x et y. X qui va c'est l'axe horizontal, et y c'est l'axe vertical. Quand vous lancez le jeu ici, je vais mettre passe pour pouvoir lancer sans qu'il râle. Ici, là, vous avez votre jeu, ça c'est l'axe X, et ça c'est l'axe Y. Et donc, velocity, c'est un vecteur qui a deux dimensions, donc X et Y, qui va nous permettre de gérer le déplacement du vaisseau sur les deux axes, horizontal et vertical, puisqu'on veut qu'il puisse bouger dans tous les sens. Donc, on tape velocity, et ensuite on veut actionner. Pour le faire bouger en haut, on va avoir besoin de Y. Donc on fait .Y, et là on lui donne une vitesse. Alors là par exemple je vais mettre moins 500. Moins 500 parce que vu qu'on veut le faire bouger vers le haut, eh ben, on doit aller en négatif. Je vais vous présenter juste après plus en détail l'histoire des écrans et des coordonnées, vous inquiétez pas, si c'est pas très clair, c'est l'histoire de x, y et de moins. Et donc ici on a modifié sa vélocité, mais il manque aussi une fonction qu'il faut appeler pour le faire bouger, parce que juste modifier sa vélocité ça suffit pas. Il y a une fonction qui s'appelle move and slide, que vous avez besoin d'appeler à la fin de Physics Process. Donc dans Physics Process, si vous gérez un déplacement sur un caractère body 2D, vous pouvez modifier la vélocité, faire tout ce que vous voulez, et à la fin, on a juste appelé la fonction move and slide, et ça va appliquer la vélocité au déplacement, ça va prendre en compte le delta pour un framerate indépendant, etc. C'est un peu magique, mais ça marche très bien. Donc on clique ici sur la petite icône, on lance notre jeu, et là, vous voyez que si j'appuie sur Z, hop, j'ai mon joueur qui vient de se déplacer, qui vient de partir vers le haut. Donc on peut faire pareil pour les autres axes, parce que là j'ai fait move top, mais ça serait bien aussi qu'on puisse descendre et aller gauche à droite. Donc if, et on fait pareil, donc input.is action press, et là on va mettre par exemple move down pour aller en bas, hop, et là du coup on fait comme tout à l'heure, velocity.y, et on va mettre 500 pour qu'on puisse descendre vers le bas. Là moins 500 on monte, 500 on descend. Et hop, je teste, je lance le jeu. Si j'appuie sur Z, mon vaisseau descend. Si j'appuie sur S, il descend. Et si j'appuie sur Z, il monte. Par contre, déjà, premier problème, vous voyez, si vous faites en même temps que moi, que quand j'appuie sur Z, en fait, il monte. Et il monte à l'infini. Parce que là, j'appuie juste une fois et je relâche la touche. Et il continue à monter. Ou à descendre. Eh bien, c'est logique parce que là, on lui dit, si tu appuies sur la touche du haut, tu as maintenant une vitesse en Y qui est égale à moins 500. Et on l'applique. Et en fait, on lui dit jamais que quand on lâche, il faut retourner à une vitesse de 0. Donc le plus simple, c'est d'aller au tout début de la fonction ici, et de remettre vélocité à 0 à chaque frame. Comme ça, dès qu'on lâche une touche, on va arrêter le vaisseau. Donc pour ça, on fait velocity égale, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vecteur 2, donc on tape vecteur 2 et on met 0, 0. Comme ça, au début de chaque frame, on lui dit le vaisseau a une vélocité de 0, et ensuite on regarde, si on a appuyé sur une touche, on lui change sa vélocité. Donc là, si je lance le jeu, hop, ça marche beaucoup mieux. Je peux aller vers le haut et vers le bas, et dès que je lâche, le vaisseau s'arrête. Ensuite, on va du coup faire exactement la même chose pour la gauche et la droite. Donc comme on est programmeur, on est feignant, on prend ces deux trucs-là, on les copie, on va en dessous, on les colle, et on va utiliser les deux autres mouvements, donc move right, et ici move left, hop. Et du coup, là, c'est pas la vélocité en Y qu'on va modifier, c'est la vélocité en X, puisqu'on veut aller à droite et à gauche. Du coup, ici, on va mettre 500 par exemple, et pour bouger à gauche, X égale moins 500. Et là, du coup, si je lance mon jeu, si j'appuie sur S, je descends, si j'appuie sur Z, je vais en haut, Q, je vais à gauche, et D, je vais à droite. Et donc là, on a tout le système de déplacement de notre vaisseau qui est en place. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous expliquer un petit peu, faire un petit rappel si jamais vous avez oublié
vos cours de mathématiques de collège de ce que c'est cette histoire de x et y de plus 500, moins 500, et on va également voir comment on peut limiter le joueur dans son déplacement, parce que là, on voit que si je descends, je peux totalement sortir de l'écran. Et du coup, comme le jeu consiste à éviter des astéroïdes, si on peut sortir du jeu, c'est un peu cheaté, parce que on a forcément gagné. Donc le système d'écran et de coordonnées dans Godot, comme dans pas mal d'autres moteurs ou même librairies, framework, est le suivant. On a donc ici l'écran qui est symbolisé par cette image d'écran. On a deux axes, puisque là, ici, on est en 2D. On a l'axe X, qui est l'axe, comme je l'ai dit tout à l'heure, horizontal, et on a l'axe Y, qui est l'axe vertical. L'origine de ces deux axes, contrairement en mathématiques au collège ou au lycée, généralement c'est en bas à droite, et bien dans Godot et dans généralement la création de jeux vidéo, l'origine c'est en haut à gauche. C'est-à-dire que le point le plus en haut à gauche de votre écran, que j'ai symbolisé ici, c'est le point 0, 0. C'est-à-dire 0, ici le premier chiffre c'est les X, et le deuxième ici c'est Y. Donc là c'est le point 0, 0. Et les axes vont dans le sens de la flèche. C'est-à-dire que là on est à 0, 0, et l'axe X il va dans ce sens-là, et l'axe Y il descend. Ce qui fait que tout le point, donc tout en haut à gauche c'est l'origine, et le point tout en bas à droite, c'est la taille maximum. Donc ici, si vous avez un écran HD standard, eh bien le point tout en bas à droite, ce sera 1920 par 1080. 1920 qui est ici en X, donc tout au bout ici, là on sera en 1920, et ensuite 1080 parce qu'on va tout en bas en Y. Donc le point ici, c'est la résolution maximum, et là c'est l'origine. Quand on se déplace du coup, à partir de l'origine, vers la droite ici, on augmente X. Donc par exemple ici je suis à 0, 0, si je me déplace ici j'augmente X, 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 X qui augmente. Ici par exemple je serai à la moitié. Ici par exemple je suis à X et Y égale 0, X égale 100. Ici je suis à Y égale 0, X égale 1000 par exemple. Et ici tout au bout, je serai à Y égale 0, X égale 1920. Donc c'est pour ça tout à l'heure que quand je disais quand on va déplacer le joueur vers la droite, on augmente sa position X, parce que X va vers la droite. Donc si on veut faire bouger le joueur vers la droite, on augmente sa position X. Si par contre on veut faire bouger le joueur vers la gauche, on diminue sa position X, puisqu'on veut qu'il se rapproche ici de l'origine, donc on va vers la gauche. Et Y c'est le même principe. Ici on a l'origine, donc si on veut faire bouger le joueur vers le bas, on augmente sa position Y, puisque là y égale 0, là y égale 500, là y égale 1080 par exemple. Donc on augmente sa position Y. Par contre, si on veut faire bouger le joueur vers le haut, on veut se rapprocher de Y égale 0, donc on diminue sa position Y, on va dans l'opposé de l'endroit où va l'axe. Donc ça voilà, c'est le système, alors c'est un rappel de mathématiques de base, mais c'est très simple, voilà, on a l'axe X qui va vers la droite, l'axe Y qui va vers le bas, et le point 0, 0 qui est en haut à gauche. C'est ça que vous avez besoin de vous rappeler. Et du coup, le lien avec la limite du joueur, c'est qu'on a plusieurs façons de limiter la position du joueur dans l'espace. On pourrait mettre des barrières physiques dans le jeu, mais la solution qu'on va utiliser, qui est la plus simple, c'est d'empêcher le joueur en fait d'aller au-delà des points des coordonnées 0, 0, puisqu'en fait là, sur cet axe Y là, X est égal à 0, donc on veut l'empêcher de dépasser 0 ici. Et pareil, ici, on veut l'empêcher de dépasser Y qui est à 0 ici. Donc on veut l'empêcher d'aller dans des valeurs négatives de X, Y. Et on veut l'empêcher de dépasser nos valeurs de la taille de l'écran. Donc dans cet exemple-là, 1920 par 1080. Et donc on va tout simplement l'empêcher du coup d'aller plus à gauche, donc d'aller en dessous de 0, donc dans le négatif, à la fois en X et en Y. Et également ici, donc dans la taille maximum de l'écran. On va voir ça dans le code juste après. Donc, ce qu'on va faire pour limiter le joueur, c'est l'empêcher de dépasser, comme je vous l'ai dit, d'aller plus d'aller dans le négatif en fait, d'aller en dessous de 0, 0 et de dépasser la taille de l'écran. Donc pour ça, on va rester ici dans cette fonction-là et on va tout simplement limiter sa position maximum. Donc ça me donne l'occasion de vous montrer comment on pourrait faire un commentaire. Alors en programmation, les commentaires, c'est des lignes de code qui ne seront pas exécutées par la machine, par l'ordinateur, qui sont juste des indications pour vous. Vous mettez un rappel, ici il se passe ça, ici il se passe ça. Donc pour ça, on met un dièse en GDScript, et ici on peut écrire ce qu'on veut. Ça ne sera pas exécuté par l'ordinateur. Ici on peut mettre par exemple mouvement, parce que tout ça, ça gère le mouvement. Et en dessous, on peut mettre un commentaire, et on va mettre par exemple limit position, pour dire ici ce bloc de code là ça va être ce qui va être sur le limite de la position du joueur à l'écran. C'est globalement une bonne pratique de mettre des commentaires pour se retrouver dans son code et savoir ce qu'on fait. Ici donc on va avoir besoin de la taille de l'écran. Pour ça on va créer une variable, donc c'est un bloc, un endroit où on va stocker une valeur.
Donc pour ça, on va marquer var, donc qui est le mot-clé pour créer une variable, et on va mettre donc screen size, qui est le nom de la variable. Donc var c'est le mot-clé, ça veut dire on crée une variable, et ici on met le nom qu'on lui donne. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être screen size machin 52. C'est moi qui décide de l'appeler comme ça pour que je comprenne quand même ce qu'elle veut dire. Et en valeur, on pourrait lui mettre en dur, par exemple 1920, si on pense que notre écran fait 1920. Mais le mieux, c'est il y a une fonction qui nous renvoie en fait directement la taille de notre jeu. Comme ça, si les gens mettent en plein écran ou pas, si on change, si on a des résolutions d'écran différentes, si nous on change le truc, et bien ça marchera dans tous les cas. Donc ça, c'est une fonction que nous donne Godot qui s'appelle getViewPortRect ici, et ensuite .size. Et ça nous donne la taille en x et y de notre écran. Et donc une fois qu'on a ça, et ben conformément au slide que je vous ai montré juste avant, on a tout ce dont on a besoin, puisqu'on sait qu'on ne veut pas aller dans le négatif, donc pour ne pas dépasser le point 0,0 en haut à gauche de notre écran, et on sait qu'on ne veut pas dépasser cette taille-là, puisque c'est les coordonnées en fait en bas à droite de l'écran, puisque c'est la taille de l'écran, donc c'est les coordonnées maximum. Et donc pour ça, on va en fait changer la position du joueur si elle dépasse ces limites-là. Donc la position d'un nœud dans Godot, c'est accessible via global_position. On lui dit donc ça, c'est la position. Et on lui dit ta position actuelle, c'est eh bien ta position, point clamp. Alors clamp, ça veut dire qu'on va limiter entre deux valeurs. Si on fait CTRL et qu'on clique, on peut ouvrir la documentation directement ici, et il dit ici, ben, ça retourne un nouveau vecteur qui est entre minimum et maximum. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer une valeur minimum, une valeur maximum, et clamp s'assure que jamais on ne sera en dessous de la valeur minimum qu'on va lui passer, et jamais on sera au-dessus de la valeur maximum qu'on va lui passer. Ça marche avec des valeurs simples, dans notre cas ça va être des vecteurs, puisque c'est 0, 0 et la taille de l'écran. Donc on a dit 0, 0 ici, donc on met vecteur 2, 0, 0. Donc ça c'est la position minimum, on ne veut pas que le joueur se retrouve en dessous de 0, 0, c'est-à-dire le point à gauche de l'écran. Et ensuite ici on va lui passer screen size, qui est ici la variable qu'on a créée ici, qui contient le point en bas à droite de l'écran, en fait la taille de l'écran. Donc cette simple ligne dit la position du joueur, c'est sa position, mais clamp, il va s'assurer que jamais on soit en dessous de 0,0 et jamais on soit au-dessus de screen size. Donc là, si on lance le jeu et qu'on essaye, vous voyez que là, hop, j'ai beau continuer à retourner vers la gauche, je ne peux pas dépasser la fenêtre. Pareil vers le dessus, pareil vers le bas, et pareil vers la droite. Je suis complètement bloqué dans le champ de jeu, donc ça c'est pas mal déjà, parce qu'on va arrêter de pouvoir partir et tout simplement éviter les astéroïdes. Alors il y a un petit truc qu'on pourrait améliorer, qu'on va pas faire dans la vidéo, ça sera dans les pistes d'amélioration à la fin, c'est que vous voyez ici à chaque fois le joueur en fait il s'affiche à moitié, tout simplement parce que son origine c'est au centre de l'image. L'origine ici c'est au centre, donc ici dans le code quand on bloque sa position, on lui dit de ne pas dépasser 0,0 par exemple, mais en fait 0,0 pour lui, son point de coordonnée c'est le milieu. Donc là vous voyez, hop, là je suis à 0,0 puisque c'est le milieu du joueur qui compte. Donc c'est pas très embêtant dans ce cas-là, mais vous pouvez améliorer ça si vous voulez, en prenant en compte la moitié de la taille de l'image du joueur dans les calculs ici, mais c'est un petit peu plus avancé, on va pas s'arrêter là-dessus directement. Donc là globalement on a tout notre système de déplacement qui fonctionne, et qui est totalement fonctionnel, hein. On peut déplacer notre vaisseau de A à Z, etc. On est limité à la map, etc. On va juste faire une petite amélioration, c'est que vous voyez ici on utilise plein de fois 500. On a dit que c'était la vitesse du joueur. C'est pas fou d'utiliser plein de fois des valeurs ici. On va utiliser ce qu'on appelle une variable, ce qui nous permet du coup de stocker la valeur à un endroit et de la changer à un seul unique endroit si on a besoin de la changer. Donc pour ça, on va au-dessus ici de la fonction, on va créer une variable qui est commune à tout le script, et on fait donc comme on a appris en dessous, donc var pour le mot-clé, ensuite on met le nom, donc ici je vais l'appeler speed comme vitesse, et je vais lui donner une valeur, donc 500. Et ensuite, j'ai juste à remplacer tous les 500 ici par la valeur. Hop, hop, hop. Ce qui fait que là, ça change rien à mon jeu, hein. J'ai moins speed, speed, speed et moins speed, ce qui fait que c'est pareil que si j'avais écrit 500 là partout. Sauf que si demain j'ai envie de mettre 700 en vitesse, et ben juste à modifier 700 ici. Et ensuite je lance mon jeu et je vois que hop, d'un coup, j'ai 700 de vitesse et plus 500 et mon joueur est beaucoup plus rapide. Donc là je vais remettre 500 pour l'exemple, et voilà. Donc ici on a fini le script de déplacement du joueur en tant que tel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter ce joueur au niveau, parce que c'est bien d'avoir un joueur, mais encore faudrait-il avoir un niveau pour pouvoir avoir un fond d'espace, les astéroïdes, etc.
Donc déjà la première chose à faire, c'est de remettre le joueur à son point d'origine. Donc vous cliquez sur Player ici, et ici dans Transform Position, on clique sur la flèche ici pour le remettre au milieu. Parce qu'en fait on va mettre le joueur dans le niveau, donc si on commence à déplacer le joueur au sein lui-même de son niveau, eh ben ça va complètement bugger, tout qui va être décalé, ça va être horrible. Donc il faut toujours bien penser à reset les positions à 0,0 si vous avez déplacé par inadvertance eh bien, vos scènes qui vont être en fond de votre scène principale. Donc du coup on va pouvoir créer notre deuxième scène, donc on clique ici sur le plus, et là on va créer une 2D scène, donc, puisque ça va être notre jeu en lui-même. Donc là par exemple de manière arbitraire je vais l'appeler level, donc qui veut dire le niveau, et je vais la sauvegarder, donc CTRL S, à la racine level, tac, tout va bien, et on va ajouter eh bien, tout simplement à ce level un fond déjà, pour qu'on puisse avoir un fond d'espace en fait. Donc je clique sur level, je clique sur le plus ici, et eh bien là je vais pouvoir lui ajouter un nouveau nœud qui va tout simplement être en fait le fond étoilé. Donc pour ça on va ajouter deux nœuds. On va ajouter un canvas layer. Un canvas layer, on clique sur create ici, ça permet de gérer tout ce qui est affichage des images, d'interface, ce genre de choses. Et ça n'a pas de, vous voyez, il n'y a pas ici autant de détails pareil que dans les autres nœuds, que Node 2D, etc. C'est juste un truc d'interface, ce qui va nous permettre de gérer plus facilement l'affichage, si ça s'affiche devant, derrière, etc. Mais ça en lui-même, c'est juste en gros un groupe, donc ça sert à rien, il faut ajouter autre chose dedans. Donc on va rajouter ce qu'on appelle un texture rect, ici, texture rect, create, et là, en fait, ça nous permet de mettre une image. Donc là, vous voyez, il attend, comme le sprite, il attend une image, donc on va mettre le black.png qu'on a récupéré des assets de Kenny, qui est, comme vous voyez, en fait, un ciel étoilé, on le met dedans, et hop, on a ici notre image. Sauf que là, le truc un peu relou, c'est qu'on a juste l'image qui est affichée ici. Par exemple, si je lance le niveau ici, vous voyez, hop, on a juste l'image qui est là. Ça, c'est quand même pas fou, parce qu'on ne va pas s'amuser à dupliquer l'image et à la mettre partout pour prendre tout notre écran. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est grâce au Canvas Layer, comme lui, il représente tout l'écran il est vraiment, il a la taille maximum de l'écran. On va aller ici sur Texture Rect, et ici, là, vous voyez, il a un petit icône avec le plus, on peut choisir le preset d'encre, c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'il soit en haut à gauche, en haut à droite, en bas au milieu, et nous on va prendre celui qui est tout en bas, c'est-à-dire celui qui dit full rect, c'est-à-dire que tu prends toute la taille de ton parent. Et comme le parent c'est Canvas Layer qui fait déjà toute la taille de l'écran, et bien vous voyez quand on clique dessus, hop, il va se mettre en grand et prendre tout notre écran. Donc là si on lance le jeu, on voit qu'on a tout le ciel. Par contre c'est super moche parce que ce qu'il a fait c'est qu'il a pris l'image et l'a agrandi. Donc là, vous voyez ici, en fait, dans Expand Mode, on a la manière dont il va garder sa taille, et dans Stretch Mode, eh bien, on va changer, parce que là, c'est Scale, donc c'est-à-dire agrandir l'image pour prendre toute la taille, ce qu'on veut pas. On va aller dans Tile, c'est-à-dire, en gros, répète l'image pour atteindre la taille qu'on a besoin. Et là, hop, on voit que du coup, c'est beaucoup plus beau, puisque l'image est répétée, le nombre de fois nécessaire pour atteindre sa taille, plutôt que juste agrandie. Donc là voilà, on a bien le fond du jeu, ce qui est bien, et ensuite on a besoin de rajouter le joueur du coup dans le niveau, puisqu'en fait le level là ça va être notre jeu en lui-même, ce que je vous présentais au début de la vidéo avec l'explication donc de scène et des nœuds, c'est que ça va être la scène principale, et on a besoin ensuite d'ajouter du coup le joueur. Donc pour ça, au lieu de créer un nœud ici, pour créer un nouveau nœud, texture, node, etc., et bien en fait on va instancier une autre scène. Donc ça c'est l'icône qui est à droite, du plus ici, on clique dessus, et là il va nous lister toutes les scènes qu'on a. Alors il n'y en a que deux forcément, et nous on va sélectionner Player, on va faire Open, et là vous voyez en fait il nous a affiché comme un nœud ici, notre scène joueur. Et donc maintenant on a notre scène joueur ici, qui est là, qui est du coup importée dans notre level. Et ce qui est bien, c'est que c'est une instance, c'est-à-dire que si ici, dans la scène, je vais dans le sprite, par exemple, je vais modifier sa couleur, par exemple, j'ai décidé que finalement je veux qu'il soit rouge, je vais modifier ici dans Player, et si je retourne dans Level, hop, il est modifié, parce que c'est vraiment une instance de joueur. Donc toutes les modifications qu'on va faire dans la scène là vont être répercutées sur l'instance ici qu'on a ici. Donc je vais remettre la couleur de base, parce que je veux pas un truc rouge. Et donc là, on a notre joueur ici. Seul problème, vous voyez que le joueur, en fait, il passe derrière le canvas layer. Du coup, on le voit plus. Et bien parce que de base, l'affichage est que l'interface est devant le reste. Donc pour changer ça, on clique sur le canvas layer. Et d'ailleurs, on va le renommer au passage. On va le renommer background pour qu'on se rappelle que c'est le fond. Et ici, vous voyez, on a layer 1. C'est l'affichage, en fait, le nombre de layers. Plus on monte,
plus il va être affiché devant. Et nous, on veut qu'il soit affiché tout derrière, donc on va lui donner une valeur négative, on va lui mettre -1. Et là, du coup, on voit qu'on a le joueur qui s'affiche par-dessus. Puisque c'est comme s'il lui était en layer 0, en gros, et lui, il est à -1, donc eh ben, il sera affiché derrière. Et donc maintenant, on peut définir cette scène comme étant la scène principale du jeu. Donc si on clique sur le petit play ici, il va nous dire, bah, il n'y a pas de scène principale, quelle scène je prends? Donc soit on va la sectionner à la main, soit on fait Select Current, puisqu'on veut notre scène actuelle, et hop, maintenant on a notre jeu qui se lance, avec le fond d'espace et le petit vaisseau qu'on peut déplacer. Donc là déjà on commence à avoir un truc un peu sympa, on a un fond, on a un vaisseau qui bouge, c'est cool. Et on peut lancer le jeu directement en appuyant sur Play ici. Donc ça c'est bien. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est les astéroïdes, puisqu'on veut, le but du jeu, quand même, ça reste d'éviter les astéroïdes. Donc pour ça, on va créer une nouvelle scène, astéroïde, et on va dire à l'astéroïde, eh ben, de base, tu apparais et tu te déplaces vers la gauche pour que le joueur puisse l'éviter. Donc pour créer une nouvelle scène, comme les autres fois, on clique sur le petit plus ici, et là, on arrive donc du coup sur la création de nouvelles scènes. Alors, une fois n'est pas coutume, on va utiliser un nouveau nœud qu'on n'a pas encore utilisé, donc on clique sur Other Node, et là, on va utiliser ce qu'on appelle une Area 2D. Une area 2D en Godot, c'est un nœud qui va permettre eh bien, d'avoir des collisions avec d'autres objets, mais qui ne sera pas affecté par la physique. Donc c'est pas quelque chose qui va tomber par la gravité, par exemple, mais c'est quelque chose qui va permettre de générer des collisions avec d'autres éléments. Ça tombe bien parce que le but des projectiles, enfin des astéroïdes, pardon, c'est d'avoir une collision avec le joueur. Donc on sélectionne Area 2D et on clique sur Create. Et là, du coup, comme avec le joueur, on va ajouter deux éléments qu'on ajoute quasiment partout quand on fait un jeu 2D, à savoir un collision shape 2D et un sprite pour avoir une image, comme d'habitude. Je vais renommer l'area 2D en astéroïde, en anglais. Je vais sauvegarder à la racine astéroïde, c'est très bien. On va lui donner, comme pour le joueur, un sprite. Donc vous voyez, là c'est vide, on va prendre Meteor Brown et on va glisser. Hop, on a du coup notre petit sprite. Et en collision shape, on va, comme pour le joueur, lui mettre une collision shape. Donc là, on va mettre un rond, par exemple. Et on va, avec l'outil de sélection, pareil que tout à l'heure, augmenter un petit peu. Donc on va pas être trop méchant. Hop, voilà. Donc cette zone de collision, c'est l'endroit où on va détecter la collision avec le joueur. Si le joueur il va passer là, du coup, on ne détectera pas de collision. Le sprite en lui-même, c'est vraiment que de l'affichage. La collision en elle-même, c'est celle-là. Pour qu'un objet rentre en collision avec un autre, il faut que les deux aient des collision shapes. Donc là, vous voyez, il y a une collision shape. Le joueur, je vous rappelle, on avait créé aussi une collision shape qui était le rond ici. Donc les deux vont pouvoir rentrer en collision. Hop, donc on a ici la base de l'astéroïde et on va sauvegarder. Cet astéroïde, du coup, c'est bien, hein, si on lance la scène ici, on voit qu'on a l'astéroïde ici, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est de bouger de base vers la gauche, puisqu'on va les faire apparaître à droite de l'écran et on va les faire aller vers la gauche. Donc pour ça, comme pour le joueur, on va devoir créer un nouveau script. Donc on clique à la racine ici et on fait Attach New Script. On laisse le nom par défaut, on fait Create, et là, on va gérer le mouvement. Alors, ça va pas être exactement pareil que pour le joueur, parce que le joueur, c'était un caractère Boozy 2D. C'était un personnage. Donc, il y avait de construire avec Godot, nous proposer tout ce qui était Move on Slide, Velocity, etc. Là, comme c'est juste une area 2D, donc c'est-à-dire quelque chose qui va entrer en collision avec les autres, mais qui n'est pas forcément affecté par la physique, eh ben, on n'a pas tout ce qui est Move and Slide, Velocity, etc. Donc, on va tout simplement utiliser, on va faire en fait nous-mêmes notre système de déplacement en utilisant la position de l'astéroïde. Donc pour ça, on va quand même utiliser la même fonction que tout à l'heure, donc le physics process, puisque on rappelle c'est de la physique, hein, un déplacement dans l'espace, et on va réutiliser que des choses qu'on sait déjà, donc on va accéder à la position de l'astéroïde, donc global position. Global position, je rappelle, c'est un vecteur 2, hein, donc avec les fameux axes X horizontal et Y vertical. Et on veut accéder à X, parce que nous, on veut qu'il aille de droite vers la gauche, on veut pas qu'il bouge du tout sur l'axe Y. Et on va lui dire qu'on veut que ta position X, elle diminue au fil du temps. Puisque je vous le rappelle, hein, X, ça commence en haut à gauche et ça va vers la droite. Donc, si on veut qu'il aille vers la gauche, il faut faire diminuer la valeur de X. Donc pour ça, on fait moins égal, ou c'est comme si on faisait égal à moins une valeur. Donc du coup, je vais laisser moins égal 250 par exemple. Ce qui veut dire que là, 60 fois par seconde, il va prendre la position de l'astéroïde et il va enlever 250. Alors je vais mettre une valeur beaucoup plus petite, je vais mettre 10 par exemple, puis je vais lancer pour que vous voyez. Alors là, on va rien voir du tout forcément parce qu'il est totalement en haut à gauche. Mais si je déplace l'astéroïde du coup, alors même problème, hein, on sélectionne, on empêche de pouvoir sélectionner les enfants, on le bouge, on lance la scène. Vous voyez que ici, hop, l'astéroïde, comme par magie, dès qu'il apparaît, il va vers la gauche, puisqu'on lui dit 60 fois par seconde,
hop, 60 fois par seconde, tu diminues ta position X de 10. Donc là, il y a juste un truc, si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le personnage, c'est que dans le Move and Slide, ici, je vous ai expliqué que tout ce qui était delta et tout était déjà géré, donc on n'avait pas besoin de s'en soucier. Par contre, là, on doit s'en soucier. Alors delta, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. À quoi ça correspond? L'intérêt, c'est que si votre jeu de base il tourne à 60 images par seconde, et ben ça va être appelé 60 fois dans la seconde. Donc du coup, on va appeler 60 fois 10, donc on va déplacer de 600 pixels le sprite. Par contre, imaginons l'ordi sur lequel le joueur joue, il commence à faire une mise à jour, il regarde une vidéo en fond, ou il lance un autre jeu, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, et du coup pendant un petit moment, le jeu il commence à laguer, et il descend à 30 images par seconde. Et ben du coup, ça va être, au lieu d'appeler 60 fois, ça va être appelé que 30 fois. Ce qui fait, au lieu d'avoir 600 pixels, on aura 2 fois moins, on n'aura que 300, puisque ça sera appelé que 30 fois et pas 60 fois. Et du coup, ça c'est problématique, puisque ça veut dire que si votre jeu, si l'ordinateur de la personne commence à ramer, le jeu va commencer à avoir des déplacements qui vont aller plus ou moins vite suivant la vitesse de l'ordinateur. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un super ordinateur, pour lui tout ira beaucoup plus vite. Le joueur se déplacera plus vite, les météorites aussi, donc le jeu sera beaucoup plus dur que quelqu'un qui a un ordinateur grille-pain. Donc du coup, pour éviter ça, on multiplie les valeurs par delta, ce qui est donc l'écart entre deux frames, qui permet donc de gérer, la dépendance entre les frames. Donc à partir du moment où vous avez une valeur qui est multipliée par delta, vous êtes sûr que c'est indépendant du framerate et que ça soit 60 ou 30 fps, votre joueur se déplacera à la même vitesse puisque delta est plus ou moins grand en fonction du nombre de fps. Par contre, du coup, ce qu'on fait, c'est que là, si on lance, vous allez voir que l'astéroïde il est extrêmement lent parce que delta, c'est l'écart, le temps depuis la dernière frame. Donc là, dans l'exemple, c'est 1/60e de seconde. Donc c'est très 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 petit comme valeur. Du coup, ici, il faut largement augmenter la vitesse. Donc on pourrait mettre 250 par exemple. Et là, on a à peu près une vitesse un peu correcte. Donc, même réflexion que pour le joueur, ça serait bien, au lieu de mettre des nombres magiques ici, d'avoir une variable. Donc on fait variable speed, j'ai fait n'importe quoi, speed, et on lui met une valeur de 250, et ensuite on met speed ici, ce qui me permet de pouvoir modifier. Par exemple, je pense que 250 c'est un peu lent, je vais mettre par exemple 400, on va voir ce que ça donne. Hop, on a un astéroïde qui bouge. Donc ça c'est pas mal. Donc là, on a un astéroïde qui bouge de gauche à droite. Donc ça c'est bien. On a juste un petit problème, c'est que là on le voit pas encore. Mais si je lance là, on a un astéroïde qui bouge. Hop, là vous voyez, il a dépassé l'écran. Il a dépassé l'écran, mais il est toujours géré par Godot. Il est toujours dans le jeu. Ici, quand on a le jeu qui est lancé ici, vous voyez qu'on a une autre fenêtre ici qui apparaît, c'est Remote. Quand on clique dessus, en fait, on voit ici la hiérarchie du jeu, mais on voit la hiérarchie pendant que le jeu est en train de tourner. Et ici, on voit que Astéroïde, il existe toujours. Hein. Pourtant, il n'est plus affiché à l'écran. Et ça va être problématique parce que comme on va en faire afficher plein, on va les faire apparaître à droite et on va les faire aller vers la gauche, à force, ce qui va se passer, c'est que on va avoir le jeu qui va commencer à laguer parce qu'il va gérer plein d'astéroïdes qui sont hors de l'écran et il va quand même continuer à gérer leur déplacement et leur affichage. Donc pour ça, on va devoir supprimer les astéroïdes quand ils dépassent la gauche de l'écran. Alors il y a plusieurs façons de faire ça, on pourrait faire comme on a fait avec le joueur tout à l'heure, en faisant simplement que si sa position est inférieure à 0, on le supprime, mais du coup il va commencer à disparaître alors qu'il est encore à moitié affiché, puisque son centre c'est le milieu, et surtout c'est aussi une bonne excuse pour vous parler des signaux avec Godot. On va en fait créer un signal qui va faire que l'astéroïde va se supprimer quand il va dépasser la gauche de l'écran. On va voir ça tout de suite. Donc les signaux avec Godot, c'est une autre fonctionnalité principale du moteur qui est très importante de comprendre. Son fonctionnement est très simple. Hein. Le principe de signal, c'est juste qu'on va appeler une fonction, donc les fonctions en code, hein, comme on a fait tout à l'heure, dans un cas très précis. Donc là, je vous ai pris un exemple du jeu en lui-même. Donc là, on imagine qu'on a le jeu qui tourne. Là, on a deux astéroïdes qui se déplacent dans notre niveau. Hein, le cadre ici, c'est le niveau. Et ça, c'est le script du niveau. Donc chaque astéroïde se déplace. Le signal va nous permettre de faire que, par exemple, quand cet astéroïde-là, il va dépasser la limite de l'écran ici, donc on va plus le voir, il va émettre un signal en fait, qui va être connecté au script du niveau, qui va dire tac, tu supprimes l'astéroïde. Donc vraiment un signal, c'est vraiment juste ça. C'est tout bête, c'est vraiment quand
il se passe quelque chose, donc là c'est sortir de l'écran, mais ça peut être entrer en collision avec quelque chose, ça peut être plein de choses, et ben on émet un signal, et le signal on peut le connecter à un script, à une fonction, pour qu'il se passe quelque chose. Alors dans notre cas, ça va être tout simplement que chaque astéroïde va avoir un signal qui va être émis dès qu'il va dépasser la gauche de l'écran, enfin en réalité dès qu'il sort de l'écran, dès qu'on ne le voit plus, il va émettre un signal, et il va être connecté à son propre script, il va pas être connecté au script du niveau, il va être connecté à son propre script, qui va lui dire de s'auto-supprimer en fait quand il reçoit son propre signal. Mais les signaux c'est très utile pour passer des situations entre des objets, puisque par exemple on pourrait dire que quand cet astéroïde là il sort de l'écran, il émet un signal, et il est connecté au joueur, qui fait que le joueur gagne du score, par exemple. Donc on va implémenter ça maintenant tout de suite dans Godot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer du coup sur l'astéroïde et on va lui rajouter un nouveau nœud, qui est en fait un nœud qui va nous permettre de nous notifier, donc d'émettre un signal quand on ne voit plus l'objet à l'écran. Donc on clique sur le plus pour ajouter un nouveau nœud, et ce nœud il s'appelle Visible Unscreen, voilà c'est celui-là, Visible Unscreen Notifier 2D. Il sert juste à ça. Et c'est d'ailleurs ce que donne comme description Godot, hein. C'est une région 2D dans l'espace qui détecte quand on est visible à l'écran ou pas. Donc on clique ensuite sur Create, et ça va le jeter en enfant de l'astéroïde. Ce truc là on va pas le changer, on va rien toucher d'autre, on voit juste qu'il est au milieu là, donc c'est quand cette zone là sera plus visible de l'écran que ça va être appelé en gros. Et ici on va ensuite dans Node, et on voit en fait ici tous les signaux qui sont à notre disposition. Quand on est dans l'inspecteur ici, on a les propriétés, et quand on va dans Node, on a Signal ici, et on voit en fait ça c'est tous les signaux qui peuvent être utilisés. Donc on a ceux qui sont propres au Visible On-Screen Notifier, et on a ceux des parents entre guillemets, puisque ça c'est quand même de type Node, donc on a plein d'autres signaux qui sont utilisés, mais nous ce qui nous intéresse c'est ces signaux-là. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que on a par exemple le signal Screen Exited qui peut être émis quand l'astéroïde sort de l'écran. Donc on clique sur Node, on clique sur le signal qu'on veut, donc là c'est Screen Exited, et ensuite on clique sur Connect en bas à droite, et hop, on doit choisir ensuite à quel script on doit le connecter. On doit forcément connecter un signal à un script, puisqu'en fait ça va créer une fonction qui va nous permettre de faire des choses. Donc on sélectionne ici la racine astéroïde, hein, donc il y a le script qu'on a écrit tout à l'heure qui permet de le faire déplacer vers la gauche, et on clique sur Connect. On clique ici, et hop, ça nous amène ici dans notre script donc de tout à l'heure, avec le changement de la position, et on voit qu'ici il nous a rajouté une fonction qu'il a créée lui-même, qui s'appelle Unvisible Unscreen Notifier de Disconnected, et c'est cette fonction qui va être appelée quand ce signal-là va être émis. On peut le voir ici, il y a une petite flèche verte qui nous indique ici que ce signal est connecté, et on voit ici que cette fonction est connectée à un signal. Et donc là, on pourrait mettre absolument ce qu'on veut comme valeur. Donc là, pour vous montrer que ça marche, on va mettre print, donc qui permet d'afficher quelque chose dans la console, et on va mettre exit, on va sauvegarder, et on va lancer la scène du coup d'astéroïde. Hop, on voit l'astéroïde, et regardez bien, hop, dès qu'il vient de quitter l'écran ici, on est ici, on a bien le exit qui est affiché. Puisque en fait ça attend, il voit je suis à l'écran, dès qu'il sort de l'écran, hop, il envoie son signal. Comme le signal ici, on l'a connecté à la fonction qui est ici, et bien dès qu'il sort de l'écran, on exécute cette fonction. Et là du coup ce qu'on veut faire c'est tout simplement supprimer l'astéroïde. Pour supprimer un élément et tous ses enfants en Godot, c'est très simple, c'est Q-free. On libère en fait l'élément, tout simplement, au lieu de le supprimer de manière barbare, on le libère. Et donc là, on va pouvoir voir que ça marche. Alors je vais mettre une vitesse un peu plus faible pour l'exemple, donc on va remettre 200 par exemple. On va lancer le jeu. Alors on va pas lancer le jeu, on va lancer la scène plutôt. Et ensuite on va cliquer rapidement sur Remote, ici on voit qu'on a astéroïde, on regarde, et hop, il vient de dépasser la limite, et on voit hop que l'astéroïde là a disparu. Parce que du coup, on a eu le signal qui est connecté à la fonction, qui a fait que dès qu'on voit plus l'astéroïde, on supprime l'astéroïde. Et du coup là, on vient, sans le savoir, de drastiquement optimiser le jeu. Enfin, surtout que ça serait une grosse bêtise de ne pas le faire, puisque là, comme on n'a pas d'astéroïde, il n'y a pas d'astéroïde. Et du coup, on va pas avoir le jeu qui se met à laguer parce qu'on a 1 milliard d'astéroïdes dans tous les sens. Donc ça, voilà, c'était une bonne occasion de parler des signaux qui sont très importants dans Godot, qu'on utilise tout le temps, et c'est aussi une bonne idée, histoire d'éviter d'avoir le jeu qui commence à laguer comme pas possible. Donc on va également utiliser les signaux pour la collision entre les astéroïdes et le joueur, puisque là c'est bien, on a un petit astéroïde qui bouge, mais on n'a pas de collision avec le joueur. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre l'astéroïde dans le niveau. Donc pour ça, je vous rappelle, toujours réinitialiser le transform
ici, hop, pour le mettre à la racine, on va dans le niveau, on prend le level, on instantiate comme on a fait pour le player, on prend l'astéroïde et on fait open. Et là, on vient d'avoir un astéroïde qui est ajouté. Donc si je le déplace ici, et que je lance mon jeu, là vous voyez, j'ai mon astéroïde qui va donc aller de droite vers la gauche, mais il se passe rien là. Je peux aller dessus, tout va bien. Alors là, j'ai l'astéroïde qui a disparu parce qu'il a quitté la gauche de l'écran. Si je clique sur Emote, je vois bien que, hop, effectivement, j'ai rien du tout. Dans local, je l'ai, parce que ça c'est ma scène en elle-même, mais dans Remote, c'est le jeu qui joue, je l'ai bien plus, donc il s'est bien supprimé. Mais ce serait bien d'avoir des collisions. Donc pour ça, on va encore utiliser les signaux. Donc on retourne dans l'astéroïde, et en cliquant sur astéroïde, qui est, je le rappelle, une area 2D, ici on va dans les signaux, et on voit qu'il y a un signal qui s'appelle Body Unthread. Ce signal, il va être envoyé par l'area 2D, quand un élément de type body va entrer en collision avec cette area 2D. Ça tombe bien parce que notre joueur, qui est un caractère, le nom exact, un caractère body 2D, eh bien c'est un type body, puisque caractère body 2D. Donc du coup, ce signal, là, body unthread, va être émis par l'astéroïde quand le joueur va entrer en collision. Donc on le sélectionne, on fait connect. Alors donc des fois il y a des petits bugs d'affichage, on ne sait pas pourquoi. On le resélectionne, body unthread, on fait connect et on le connecte à lui-même. C'est tout à fait possible parce que là c'est un signal qui vient de l'area 2D et on le connecte à lui-même puisque c'est aussi lui qui a le script. C'est tout à fait possible de connecter un signal à son propre script. On n'est pas obligé de le connecter à un autre élément. Et on fait connect et hop, comme tout à l'heure avec le screen Huntifier Extend, il y a une nouvelle fonction qui vient de s'ajouter qui est onBody unthread body. Et donc là, cette fonction va être appelée à chaque fois qu'un élément de type body va entrer en collision avec l'astéroïde. Et on a même accès à l'élément ici, ce que c'est. Donc ce qu'on pourrait faire tout simplement comme ici, déjà pour commencer, c'est faire un joli queue-free. Donc là ce qui se passe, c'est que dès qu'il va rentrer en collision avec un élément de type body, c'est-à-dire que c'est forcément le joueur, puisqu'il n'y a que le joueur dans notre niveau, et ben on va faire disparaître l'astéroïde. Donc là je regarde, je teste, paf, hop, dès que je rentre en collision, ça fait bien disparaître l'astéroïde. Donc ça marche, c'est nickel. Mais ce qu'on voudrait faire aussi, c'est faire disparaître le joueur. Parce qu'on veut, faire perdre en fait entre guillemets le joueur quand il rentre en collision avec un astéroïde. Faire disparaître l'astéroïde, ça sert pas à grand chose en réalité, c'est surtout qu'on veut faire disparaître le joueur et en fait le faire perdre, tout simplement. Et donc pour ça, une bonne pratique en programmation, alors qui est pas mal aidé avec le système de signal, de nœuds, etc. de Godot, c'est qu'on évite de faire dans des éléments des choses qui influent d'autres éléments. Je m'explique, c'est-à-dire que le joueur, c'est le script du joueur qui doit gérer le joueur. C'est-à-dire que c'est le script du joueur de gérer le déplacement du joueur, de gérer s'il a envie de tirer des lasers, s'il va mourir. C'est pas au script des astéroïdes de gérer la mort du joueur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que la mort du joueur, on va en fait l'écrire ici, dans le script du joueur. Pour ça, on va faire une fonction, donc avec le mot-clé func. Donc contrairement aux fonctions physics process et tout qui sont créées par Godot, là c'est nous qui créons notre fonction, pardon, et on va l'appeler par exemple death, parce que c'est la mort, voilà. Et cette fonction elle va pas faire grand chose en fait, elle va simplement faire un queue-free. Donc voilà, on lui dit quand tu meurs, tu disparais, voilà. Donc ça, le joueur, il gère sa mort lui-même. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que dans la fonction ici, vous voyez, on a accès à body. Donc du coup, avant de supprimer l'astéroïde, on peut faire body, qui est donc forcément le joueur, puisqu'il n'y a que le joueur qui peut entrer en collision avec, et là on peut appeler notre fonction. Donc on fait un point def. Ce qui fait que quand un body va entrer en collision avec l'astéroïde, on va appeler la fonction def sur ce body. Comme c'est forcément le joueur, on va appeler def ici et on va supprimer le joueur. Je vous donne l'exemple, hop, je lance le jeu, je rentre en collision, paf, j'ai ni joueur, ni projectile, enfin ni astéroïde. Alors il y a juste un truc, alors là, le jeu est très simple, on a juste un joueur, juste un astéroïde, donc il n'y a pas vraiment de souci. Mais imaginez, vous commencez à ajouter des tirs, des alliés, etc. Eh ben, il va peut-être y avoir un moment où il va y avoir une collision avec l'astéroïde avec un body qui sera autre chose que le joueur. Et du coup, ça va cracher parce que peut-être que cette autre body n'aura pas forcément de fonction def. Donc un truc qui peut être pas mal, c'est d'anticiper ces bugs et de vérifier qu'on a bien une méthode avant de l'appeler. Donc pour ça, enfin une fonction, on fait if body, puisqu'on veut vérifier que ça c'est bien le joueur par exemple, enfin ou plutôt qu'il a la méthode, on fait has méthode et on lui met le nom. Donc là par exemple c'est death. Et de cette manière, hop, ce que ça fait c'est qu'on lui dit est-ce que le body qui vient de rentrer en collision a une fonction, une méthode qui s'appelle death? Si oui, on appelle cette fonction.
Sinon, on fait rien et on continue. Du coup, ça nous permet de nous défendre, entre guillemets. Si jamais plus tard on commence à ajouter d'autres bodies et qu'ils n'ont pas de méthode death, on va pas faire cracher le jeu, tout simplement, en appelant une méthode qui n'existe pas, mais là ça marche, hein, toujours, il n'y a aucun souci, c'est juste un peu de programmation défensive. Voilà, c'est toujours bien d'essayer d'anticiper un petit peu ce genre de truc pour éviter d'avoir le jeu qui crache par la suite. Donc là, on est pas mal quand même, on commence à avoir du coup un astéroïde, on a le joueur qui se déplace, on a la mort entre guillemets, mais du coup on a un seul astéroïde, ce qui est pas fou. Du coup, on va mettre en place le spawner qui va nous permettre de générer en fait tous les astéroïdes à droite du niveau comme ça. Donc pour créer ce spawner, on va utiliser des nœuds qu'on n'a pas encore utilisés. Alors il y aurait plusieurs solutions, hein. On pourrait prendre une coordonnée aléatoire, on pourrait faire des formes, etc. Nous on va faire le plus simple, c'est qu'on va mettre plusieurs points de spawn différents et on va en prendre une aléatoirement et on va faire apparaître un projectile, enfin pas un projectile, toujours un astéroïde à cet endroit-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà supprimer cet astéroïde-là, hein, parce qu'en soi, on va pas les utiliser comme ça. Hop, on va créer un nouveau nœud, qui va être un node 2D, tout simplement. On va appeler ce nœud spawner, par exemple. Alors, je ne sais pas écrire, mais on va l'appeler spawner. Et on va, à l'intérieur, mettre en fait plein de nœuds qu'on appelle des marqueurs 2D, qui vont être les différents points sur lesquels le joueur peut apparaître. Donc dans spawner ici, on va créer un autre node 2D qui va en fait il fait office de groupe entre guillemets qu'on va appeler markers. Ça peut être marker list ou n'importe quoi. Et dedans, on va mettre du coup des nœuds qui s'appellent markers. Donc vous tapez marker, c'est le nœud marker 2D. Et en fait, ce nœud là, marker 2D, le seul truc qu'il a, c'est des coordonnées. En gros, voilà, c'est ça, c'est une petite croix dans l'espace qui représente une position. Donc là, si on prend l'objet pour le bouger, on peut le bouger. Voilà, ça c'est mon nœud marqueur 2D. Donc c'est juste un nœud en fait avec une petite croix, tout simplement. Et donc ça va être un endroit où l'astéroïde peut apparaître. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre plusieurs là à la suite, et on en sélectionnera aléatoirement un des endroits. Donc je prends mon marqueur de D là, je fais CTRL D pour le dupliquer, je prends celui d'en dessous, je le baisse un petit peu, je fais CTRL D pour dupliquer, je baisse encore un petit peu, je baisse encore un petit peu. Il faut quand même suffisamment les écarter, puisqu'il ne faut pas que les astéroïdes se superposent. Donc peut-être que là c'est un petit peu haut, je sais pas. On va les baisser un petit peu comme ça. On va baisser celui-là aussi comme ça. Hop, et puis on va baisser celui-là comme ça. Alors vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Moi dans l'exemple j'en mets 4, ça me semble pas trop mal. On va les mettre là, voilà, hop. Et donc voilà, ça c'est du coup nos différents points où peuvent, alors je vais remonter juste celui-là à peine, voilà, différents points où peuvent apparaître les astéroïdes. Donc un astéroïde il pourra apparaître ici, il pourra apparaître ici, ici ou ici. Donc là on a simplement une liste. On va du coup ensuite créer un système, créer un script qui fait que toutes les X secondes, on va instancier, on va créer une scène astéroïde à soit ici, soit là, soit là, soit là. Donc ce qu'on va faire, c'est du coup créer un timer en fait. Donc on va sélectionner le spawner ici, on va cliquer sur plus et on va créer un nouveau node qui s'appelle timer. C'est du coup un timer, un chronomètre en fait, comme son nom l'indique, qui est géré par Godot et qui nous permet de générer des choses toutes les X secondes. Donc là vous voyez, quand on sélectionne, ici on a le wait time, donc là c'est par exemple toutes les 1 seconde, et on va pouvoir lui dire fais spawner un astéroïde. Donc le timer, il n'y a pas grand chose à savoir, hein, juste on peut augmenter le temps ici, donc vous pouvez mettre un temps en secondes, donc là pour le moment je vais mettre 2 secondes, et il faut cocher auto start, parce que par défaut il ne va pas se lancer tout seul. Alors par contre par défaut il va continuer à faire en boucle, c'est-à-dire que au bout de 2 secondes il va nous dire c'est bon c'est fini, et il va recommencer automatiquement. Si vous voulez que le timer soit une seule fois, juste une fois il vous dit au bout de 2 secondes et il s'arrête, il faut cocher one shot. Nous on veut pas, hein, parce qu'on veut qu'on continue en boucle, on va avoir des ennemis en boucle, donc on a juste à cocher autostart pour qu'il se lance au démarrage du jeu, à mettre du temps, donc 2 secondes, et ensuite on va commencer à programmer. Mais du coup, spawner, il commence à être assez riche, on a une liste de marqueurs avec des marqueurs, avec un timer, et on va vouloir lui ajouter un script, donc du coup ça devrait être une scène plutôt. Sauf que là j'ai commencé à le créer dans ma scène level, et j'ai pas créé une nouvelle scène directe. Mais c'est pas grave, on peut transformer un nœud en scène, donc on a juste à cliquer dessus. Donc là je clique sur spawner, je fais clic droit. Et ensuite ici vous voyez on a plein d'options, on peut le reparent, faire une scène route, etc. Tout ce qu'on va faire c'est save branch as scene. Donc en fait on va sauvegarder cette branche là comme une nouvelle scène. On clique dessus, il nous propose de le sauvegarder, donc effectivement, spawner on fait save, et là hop,
vous voyez, il vient de créer une scène. On le voit parce qu'on a le petit icône ici qui dit que c'est une scène, et si on clique dessus, hop, on vient d'ouvrir la scène dans l'éditeur, comme si ici on avait créé notre nouvelle scène et qu'ensuite on l'avait instanciée par là. Donc voilà, ça vous permet, si vous commencez à créer quelque chose ici et vous voyez qu'en fait c'est trop complexe, ça doit être une scène, de venir ensuite faire un clic droit et créer une scène. Généralement, c'est pas une règle universelle, mais on considère que si on commence à avoir un script sur un élément enfant, c'est que ça doit être une scène. Donc là, on a créé la scène et on va du coup créer ce script parce qu'on a besoin d'un script. Donc on clique ici, comme d'habitude, hop, create, et là, on a le script qu'on va devoir écrire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va lancer la création d'un astéroïde à chaque fois que le chronomètre arrive à 0. Donc pour ça, c'est encore une histoire de signal. Donc on clique sur Timer, on va dans Node, et vous voyez, il y a un seul et unique signal qui est Timeout. Il va émettre quand il va terminer. Donc toutes les 2 secondes, en fait, il va émettre ce signal-là. Donc on clique dessus, on clique sur Connect, on le met donc à notre script qu'on vient de créer, donc sur spawner à la racine, et là hop, on a notre nouvelle méthode qui vient de se créer, donc timer timeout, et là du coup ça va être appelé à chaque fois que le chronomètre atteint 0. Donc du coup toutes les 2 secondes dans notre cas, puisque je le rappelle sur le chronomètre, ici on a mis 2 secondes. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est en fait instancier un astéroïde. Donc là c'est une fonctionnalité qui va vous être très utile, puisqu'en fait on va apprendre à instancier une scène par script. Et ça, c'est super utile. Donc ça se passe toujours en fait en 3 parties. D'abord on load la scène, ensuite on l'instancie et ensuite on l'ajoute. Donc la première chose c'est où est-ce qu'elle est en fait cette scène, quelle scène je veux appeler. Donc on va créer une variable pour la stocker, on va appeler ça astéroïde scène. Et pour load les choses en Godot, on a load, et là on peut lui passer un paramètre, enfin le chemin qu'on veut, ou preload. Je vous conseille d'utiliser preload parce que l'avantage de preload, c'est que la première fois, il va load la ressource, mais ensuite, comme ça va déjà exister, il va pas s'amuser à toutes les 2 secondes aller recharger en mémoire la scène qu'on veut. Il va le faire la première fois et ensuite il va utiliser ce qu'il a en cache. Donc utiliser preload à la place de load. Et là, on veut le chemin. Donc vous pouvez soit commencer à taper astéroïde, et là, on veut astéroïde.tsn, c'est ça qu'on veut, c'est la scène. .gd, c'est le script, donc non, nous on veut bien la scène. Soit, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la scène ici et la glisser dans le script, et il nous affiche le chemin. Donc là, comme on n'a pas beaucoup de hiérarchie, c'est très simple. Donc là, on crée une variable qui contient le lien vers la scène, donc qui est notre scène astéroïde. Ensuite, ce qu'on a besoin de faire, c'est instancier cette scène. Comme quand on va dans le niveau ici et qu'on fait ici instantiate, eh ben, on veut l'instancier pour avoir une instance. Donc on fait var astéroïde, par exemple, on peut l'appeler astéroïde, et du coup on va prendre cette scène, donc on fait astéroïde scène, et on a simplement à faire point instantiate. Donc ça nous crée une instance du coup de cette scène-là. Mais ça suffit pas pour la voir dans le niveau. Pour la voir dans le niveau, il faut faire un addChild. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement un addChild. Et là, on lui passe, qu'est-ce qu'on ajoute? Là, on ajoute l'astéroïde. Donc là, ce truc-là, ça fait que toutes les 2 secondes, on va charger la scène, enfin uniquement la première fois, après on va pas, et on va du coup instancier l'astéroïde et on va l'ajouter. Là, du coup, si on lance le jeu, vous voyez qu'on voit rien du tout. On le voit juste ici apparaître et partir direct. Parce que sa position de base, c'est 0, 0. Donc on le voit apparaître là et disparaître. Donc c'est pas fou. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est changer sa position, en fait, pour que sa position soit position d'un des marqueurs et pas la position 0, 0, parce que de base, il apparaît à 0, 0. Alors, du coup, on retourne dans le script. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est que là, le addChild va ajouter en enfant du nœud parent. C'est-à-dire qu'en enfant de spawner, on va ajouter les astéroïdes. C'est pas fou, parce qu'après, si on gère d'autres trucs un peu plus complexes, ça serait mieux d'ajouter les astéroïdes en fait en enfant de level directement. Donc pour ça, c'est très simple. Au lieu de faire juste un addChild qui va ajouter donc à spawner, on va faire tout simplement un get parent. Hop, on fait un get parent. Alors du coup, il m'a tout bouffé, donc je vais le taper. Voilà, get parent .addChild astéroïde. Ce qui fait qu'au lieu de ajouter addChild à spawner, il va prendre le parent de spawner et va l'ajouter. Spawner étant ajouté ici en tant qu'instance de level, on va ajouter les astéroïdes directement à level, en enfant de level, et vous verrez dans le remote que les astéroïdes sont du coup ajoutés là, et pas en enfant de spawner. Donc ça c'est un détail, mais ça ne corrigera pas notre souci. Nous, notre souci, c'est qu'on ne veut pas qu'ils apparaissent en haut à gauche, on veut qu'ils apparaissent à une position d'un des marqueurs.
Donc pour ça, il y a deux choses à faire. Il y a déjà sélectionner un marqueur aléatoirement, donc ça soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, et ensuite faire apparaître à la position. Donc on va déjà faire apparaître à la position, parce que c'est le plus simple, et du coup ça va me permettre de montrer autre chose, c'est comment on accède en fait à des nœuds par programmation. Eh bien, la méthode la plus simple pour les débutants, en tout cas, c'est tout simplement en utilisant le $. Si je fais $, je peux taper quelque chose. Par exemple, vous voyez, je fais $timer. Ben, en fait, ça me permet d'accéder à timer là. Et là, du coup, je pourrais changer ensuite avec un point tous les paramètres. Le wait time, par exemple, qui est ici, etc. Si je fais $marqueur 2D, là, vous voyez, je peux accéder soit aux parents qu'il y a ici, soit à tous les enfants. Par exemple, je vais faire $marqueur 2D, ce qui va me permettre d'accéder à lui, et du coup, si je fais point global underscore position, et ben là, ça me permet d'accéder à, quand je clique ici, transforme la position qu'il y a ici. Donc là, du coup, j'arrive à récupérer la position d'un marqueur. Il suffit juste après l'instance, avant de l'ajouter le child, de faire un, du coup, astéroïde, point global position, égale, eh bien, ce qu'on a écrit là, donc, la global position de ce marqueur-là. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est que la position de l'astéroïde qu'on vient d'instancier va être égale à la position du marqueur. Donc là, si je lance le jeu, vous voyez que tous les astéroïdes vont être créés au marqueur qu'il y a là. Donc ils vont tous apparaître comme ça. Et donc là, c'est vachement bien, mais du coup, ça nous fait des astéroïdes qui sont tous au même endroit. Et du coup, ça, c'est pas fou. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient aléatoirement répartis entre tous ceux-là. Alors l'avantage avec Godot, c'est qu'il y a une manière assez simple de faire ça, de gérer une sélection aléatoire entre plusieurs éléments, c'est avec une méthode qu'on appelle pick random. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que ça c'est bien, mais on va pas l'utiliser tel quel, parce qu'on va pas utiliser du coup uniquement un marqueur. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre, en fait, piocher au hasard un des 4 marqueurs qu'on a là. Sauf que du coup, pour piocher au hasard un des 4 marqueurs qu'on a là, on a besoin du parent, qui est du coup markers là, qui contient tous les marqueurs. Et donc pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup faire un $markers pour y accéder. Markers chez Script pour y accéder. Si on veut stocker la variable directement ici, ça veut dire qu'il faudrait avoir var markers égale, je sais pas, aucune valeur, et ensuite dans la fonction ready ici, non pas free, dans la fonction ready, on lui dit markers égale $de markers, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on accède à ce marqueur ici uniquement quand il est chargé. Là, on n'a pas le souci on peut le mettre directement en brut ici parce que cette méthode elle va être appelée que 2 secondes après le lancement du jeu. Par contre, au lancement du jeu, vous ne pouvez pas faire directement un var marqueur égale $markers ici parce que ça ne sera pas chargé en fait. Donc il va essayer d'accéder à un nœud qui ne connaîtra pas. Parce que voilà, c'est ce qu'il est en train de dire ici, ça ne retournera rien parce qu'il n'est pas prêt, donc il n'a pas chargé les choses, donc on ne peut pas faire ça. Donc du coup, il faut faire effectivement une variable générale ici, et ensuite, une fois que c'est prêt, on lui dit cette variable, c'est égal à ça, donc qui nous permet d'accéder à ça. Mais en fait, il y a un raccourci, vu qu'on passerait notre vie à faire ça, dans Godot, c'est qu'on fait un @already, c'est un petit décorateur qu'on met avant, et ensuite on fait comme avant, donc var markers égale $markers. Et ce que ça fait, c'est que ça fait comme le code qu'on venait écrire d'avant. C'est qu'on lui dit, quand tu es prêt, quand tu as chargé la scène et donc tu as chargé tout ça, tu me crées ta variable markers, d'ailleurs j'oublie un S, et tu le mets en valeur, tu vas chercher cet élément-là donc avec le $. Et donc ça nous permet du coup d'accéder à marqueur partout dans toutes les fonctions qu'on va utiliser après. Et donc là, au début ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler random point. Et ça va être le point, on va choisir en fait au pif un des 4. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on accède à markers ici, qui est le parent, en fait, le dossier qui contient tout ça. Comme là c'est juste un nœud, nous on veut les enfants, donc il faut faire get, une méthode qui s'appelle getChildren, qui nous permet en fait d'obtenir, c'est un array, en fait c'est un tableau, d'obtenir tous les enfants de ce markers là, donc ça et ça, les 4 marqueurs. Et ensuite nous on en veut un aléatoirement, mais il y a une petite méthode qui le fait pour nous, on fait pick random. Paf. Et là, du coup, juste en une ligne, on vient de résoudre tout notre problème. En fait, on lui dit que le point random, c'est marker.getChildren, donc on prend tous les enfants, et on en prend un aléatoirement. Donc on prend soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. C'est pour ça qu'on s'est amusé à faire un nœud marqueur qui a uniquement les marqueurs, et qu'on n'a pas tout mis à la racine de spawner, parce que sinon, comme on fait un getChildren qui prend tous les enfants, si on avait tout mis à la racine, on pourrait tomber sur le timer.
et du coup le timer n'a pas de position et du coup ça ferait un bug, enfin ça marchera pas. Et donc là du coup on prend un des enfants aléatoires, donc un marqueur au pif, ensuite on fait comme tout à l'heure, hein, on charge la scène en instantiate, et ensuite ici on va du coup lui dire que la position de l'astéroïde c'est la position de random point, du coup point global position. Ici, c'est comme si on avait mis dollar ce marqueur-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Mais comme c'est aléatoire, eh ben, on ne sait pas ce qu'on a choisi. Et donc, du coup, on utilise la variable qu'on a créée ici, qui est un truc aléatoire. Et là, du coup, si on sauvegarde et qu'on lance le jeu, on va voir que on a, eh bien, là, il vient d'apparaître ici, là, il vient d'apparaître ici, là, il vient d'apparaître ici, et là, il vient d'apparaître ici. Donc voilà, on a la base du jeu qui est entièrement fonctionnelle, puisqu'on a nos astéroïdes qui apparaissent aléatoirement en fonction des marqueurs qu'on a mis là. Alors l'avantage du code qu'on a fait ici, c'est qu'il est entièrement modulaire, hein. Vous pouvez tout à fait rajouter des marqueurs ou les enlever, il n'y aura pas de souci, puisque là on prend tous les enfants et on en prend aléatoirement, donc vous pouvez avoir que 2 marqueurs, qu'un seul même, ça marchera, ou vous pouvez en avoir 12, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on est quand même pas mal au niveau du jeu, hein, parce qu'on a le petit vaisseau qui se déplace, on a les astéroïdes qui bougent, on peut se prendre un astéroïde et perdre, mais du coup, ce serait quand même bien d'avoir un système de score, parce que là, en fait, on peut perdre, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a fait, on ne sait pas à quel point on est arrivé. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire un système de score et une interface pour afficher ce score aux joueurs. Donc pour créer ce système de score, on va retourner dans le level, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le joueur il se gère lui-même, l'astéroïde il se gère lui-même, et le spawner il se gère lui-même. Donc l'endroit où le score doit être géré, en fait, ça dépend pas réellement du joueur, ça dépend du jeu en général, donc ça devrait être géré au niveau du level. Donc pour que ça soit le plus simple possible. Donc on va ici dans level, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait une interface. Donc pour ça, on clique sur le petit plus ici, et on va faire comme tout à l'heure, on va rajouter un canvas layer, qui va nous permettre d'avoir le truc géré en exposition, enfin d'afficher par-dessus le score ici. Donc ça, on peut le renommer, hein, par exemple, on peut appeler UI, pour User Interface. On peut le bouger au-dessus, juste pour ranger les choses, hein, ça n'a pas d'incidence sur l'affichage. Alors, les nœuds, ils ont de l'affichage sur bouger les nœuds, ça a une incidence sur leur affichage, mais comme là ici c'est canvas layer, le fait que lui soit derrière lui ou devant lui, ça ne changera rien du tout. Alors que les nodes, si, hein, si je mets ça devant, il sera affiché par-dessus. Donc là, lui n'a pas d'affichage, donc ça change rien, mais voilà. Donc lui, on va dans le UI et on va rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, c'est un label, donc qui permet d'ajouter un texte tout simplement. Là, là ici, on a une zone de texte, donc quand on clique sur le label ici, qu'on peut renommer, hein, on peut le renommer d'ailleurs score label, hop. Ici, on a le texte. Donc si je mets bonjour ici, on voit qu'il affiche bonjour. Donc ça, c'est le texte et on a plein de paramètres en dessous. On s'en fout un peu d'afficher bonjour, par contre, nous, ce qui serait bien, c'est d'ajouter le score. Donc on met score de points, et on met, alors par exemple, on peut mettre 0, parce qu'au début, il a 0 de score. Donc là, on voit, on a le score machin, donc c'est quand même pas très très beau. Je vais hop, l'écarter un petit peu, donc on va le bouger de genre 30 pixels comme ça. Ici on voit de combien on bouge, et on va le bouger de 30 pixels hop, vers le bas ici. Alors vous avez un transform, hein, si vous voulez être sûr que vous avez bien mis les bonnes valeurs. Et ici on va changer les labels settings, parce que c'est la police par défaut, elle est pas très belle, et je vous rappelle que je vous en ai proposé de charger une, donc, qui était dans le pack. Donc ici on fait label setting, new label setting, et on reclique dessus. Donc il faut bien faire New, et ensuite on reclique dessus pour afficher les paramètres de ce label setting. Et ici, si on ouvre Font, on peut changer la typo. Donc là, on voit c'est vide, donc c'est celle de base. Mais du coup, on prend celle qu'on a téléchargée et on la glisse dedans. Hop. Et là, du coup, on a notre typo qui vient de se mettre. Et c'est quand même vachement plus beau. On peut même augmenter sa taille, hein. Par exemple, on peut mettre en 20 pour qu'on voit bien. Et là, du coup, si on lance le jeu, hop, on voit qu'on a le score qui est affiché ici, par-dessus notre niveau. Et tout va bien. Alors, je vous le rappelle, hein, que ici dans background, lui, on avait mis -1 en layer. Lui, il a, hop, layer, il a 1. C'est pour ça qu'il est affiché devant le background. Et du coup, si je vais comme ça, là, le joueur sera affiché derrière le score, puisque le joueur est considéré comme étant sur le layer 0 en gros. Et donc du coup, ça me semble une bonne idée d'afficher le score par-dessus le joueur quand même, pour pas qu'on puisse cacher notre interface. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire. Donc on a l'affichage ici, mais il n'est pas du tout dynamique, quoi. On a juste affiché score 0, donc ça c'est pas mal, mais ça sert pas à grand chose. Il faudrait pouvoir l'incrémenter de manière arbitraire. Alors moi j'ai décidé dans cet exemple que ce qui se passerait, c'est qu'on gagnerait 1 de score toutes les 1 seconde, ou toutes les 2 secondes par exemple.
Donc pour ça, on a besoin d'un timer, donc on fait plus, on fait timer, comme on avait tout à l'heure avec le spawner, on l'ajoute à la scène, on laisse une seconde, on coche l'autostart, et on va utiliser le signal timeout. Mais du coup, on a besoin d'un script, donc on va sur le niveau, on crée un script, comme d'habitude, hop, on a notre petit script, on va dans timer, on va dans node, on connecte le timeout, hop, au script level ici, qu'on vient de créer, on fait connect, et là du coup, on a donc du coup notre script qui est lié à notre niveau et qui va avoir une fonction qui va être exécutée à chaque fois que lui va arriver à 0, donc toutes les 1 seconde. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement incrémenter le score. Donc pour ça, on va utiliser une variable, comme on l'a utilisé beaucoup de fois. Donc on lui dit var score égale 0, puisque au départ quand on lance le jeu, on a 0 de score. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand le chronomètre va arriver à 0, eh ben, on va augmenter cette valeur. Donc on fait score, par exemple, plus égale 1, ce qui est comme faire égale score plus 1. Donc on lui dit, la valeur du score, c'est le score plus 1, donc 0 égale 0 plus 1, donc égale à 1. Ben ça, il y a un raccourci, on peut faire plus égale 1. C'est la même chose que ce qu'on vient d'écrire avant. Et donc ça c'est bien, on incrémente notre variable de score, mais ensuite il faut l'afficher, parce que là on l'incrémente, mais on l'affiche nulle part, donc ça sert à rien. Et donc du coup pour ça, de manière très simple, eh ben, on va réutiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on va au-dessus là, et on fait une variable avec le décorateur onReady, puisque quand on est prêt, on crée donc une variable qu'on va appeler score label. On va aller chercher du coup le label qu'on a appelé, je ne sais plus comment je l'ai appelé, score label, voilà. Donc qui est ici UI score label. Donc je vous rappelle, hein, on met le onReady parce qu'au démarrage du jeu, il n'aura pas chargé tous les nœuds, donc on a besoin du onReady pour attendre qu'il charge pour aller chercher le label. Et ensuite, une fois qu'on a ce label-là, ben ici on peut l'utiliser, donc score label. Et pour modifier du coup le texte d'un label, c'est .text. Et là ensuite on peut modifier, on peut mettre n'importe quoi, enfin une chaîne de caractères qui met, genre par exemple, là on aurait 5265 de score. Donc là, du coup, ce qu'on pourrait penser qu'on ferait, c'est juste mettre égal score. Sauf que, du coup, ce qui va se passer, là, si on lance le jeu, c'est que là, on a 0 de score, et là, ça crache. Pourquoi? Parce que scorelabel.text égale score, sauf que score, c'est un nombre. C'est 0, 1, 2, 3. Un texte, c'est une chaîne de caractères. Du coup, en fait, il faut transformer ce nombre en chaîne de caractères. Donc pour ça, on met str, ce qui veut dire tu transformes en string, donc en chaîne de caractères, ce qu'on lui passe là. Donc là, si je relance le jeu, hop, on a 0, et ensuite on voit que je viens de passer à 1, 2, 3, 4, et en fait voilà, je gagne 1 de score toutes les secondes. Par contre, du coup, j'ai complètement explosé mon affichage, puisqu'avant j'avais score de points, là j'ai juste le score qui est affiché. Bien parce que en fait, le point texte, il remplace complètement ce qui est écrit, quoi. Là, il prend ça, et il remplace tout ça, au lieu d'ajouter. Alors il y a plusieurs solutions. Donc le plus simple, quand même, globalement, c'est en fait de laisser mon score 0 ici, et ici de rajouter en fait ce qu'on perd devant. Donc on remet une chaîne de caractères score, de points espace, et on met plus, c'est-à-dire qu'on concatène, on ajoute le score. Donc en fait, à chaque fois, on va vider ce qui est écrit là, et on va rafficher score de points, et on va afficher le score. Et là, si on fait play, hop, on voit qu'on a score de points 0, et là, score 5, 6, voilà, il s'incrémente tout seul, nickel, et on a du coup le score qui est affiché, et donc ça c'est cool. Le seul problème qu'on a avec le score, c'est que si on meurt, bah en fait il continue. Déjà on n'a pas de game over, donc ça c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse, et ensuite il faudrait qu'on arrête d'incrémenter le score, parce que le sport ça n'a rien à voir, quand le joueur est mort. C'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ça, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas vue encore jusqu'à maintenant, c'est les signaux personnalisés. C'est-à-dire qu'on a vu ici qu'on pouvait du coup avoir des signaux, mais ça c'est que des signaux qui sont générés par Godot. Par exemple le timer ici, Godot a décidé que comme c'était un chronomètre, c'était intéressant qu'on ait un signal qu'on puisse appeler à chaque fois qu'on atteint 0. Et on peut aussi créer en fait nos propres signaux avec les noms qu'on veut qui s'enclenchent quand on veut. Et donc l'intérêt c'est que là ce qu'on veut faire c'est qu'on veut arrêter d'incrémenter le score quand le joueur est mort. Donc là on veut qu'il s'arrête. Sauf que on ne sait pas quand le joueur est mort, parce que le niveau ici, il gère le timer, mais il gère pas le joueur. Il ne sait pas quand le joueur est en vie et quand le joueur est mort. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un signal personnalisé dans le joueur qui va envoyer au niveau quand il meurt.
et comme ça, eh ben, on va pouvoir arrêter d'incrémenter le score. Donc pour faire un signal personnalisé, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'aller au-dessus, tout au-dessus du script où vous voulez ajouter le signal, et on met juste le mot-clé signal, et ensuite on met le mot. Donc par exemple, le signal, on veut qu'il s'appelle dead. Voilà, signal dead. Ce qui fait que là, si je vais dans Player ici et que je vais dans mes nodes, ici on voit que eh ben, j'ai mon nouveau signal personnalisé qui vient de se créer là. Et je peux le connecter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là on lui dit le signal c'est dead. Et ben du coup, ce qu'on fait, c'est que quand le joueur meurt, on supprime le joueur, mais juste avant, eh ben on fait dead, qui est mon signal, point emit. Ce qui fait qu'on émet en fait le signal. Donc ce signal custom, on l'émet quand, eh bien, quand le joueur meurt. Ce qui revient à faire en fait comme on fait avec par exemple le chronomètre, celui-là, le timeout, on ne sait pas quand il est émis, enfin c'est géré par Godot, le fait que ce soit émis le timeout, il est émis quand on atteint 0. Bah là c'est pareil, c'est ce qu'on vient de mettre ici, on lui dit bah ce signal il s'appelle dead, et tu l'émets quand cette fonction-là est appelée, donc quand on se prend un astéroïde. Donc ensuite, on peut aller dans le niveau, et on peut sélectionner le player, et là, comme on voit notre fonction dead, on peut la connecter au script du niveau, hop, et du coup, comme ici, on vient de lui dire, bah, tu émets ce signal quand tu meurs, et bien ici, en fait, on arrive à récupérer le moment où le joueur meurt. Et donc du coup, on peut lui dire d'arrêter d'incrémenter le timer timeout. Donc le plus simple pour ça, c'est d'avoir une variable, en fait. Donc par exemple, is player alive, qui serait de base à true, ça veut dire vrai, c'est un booléen, donc en gros on a une variable qui veut dire est-ce que le joueur est en vie, oui ou non, donc true ça veut dire vrai, false ça veut dire faux, donc de base il est en vie, et ici on va lui dire, ben, ce système de score plus 1 et d'afficher le score, tu le fais que si isPlayerAlive égale à true. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai fait là, c'est qu'en gros je crée une variable qui lui dit est-ce que le joueur est en vie, ça peut être vrai ou faux, de base on lui dit que c'est vrai, parce que quand on lance le jeu, c'est vrai. Et là, à chaque fois que notre chronomètre atteint 0, on vérifie est-ce que le joueur est en vie égale true. Donc là, si je lance mon code tel quel, ça sera toujours vrai, hein, parce que là, on lui met une valeur true, et ensuite on vérifie que c'est bien cette valeur. Et donc si le joueur est en vie, alors on fait plus 1, et alors on met à jour le truc. Et du coup, en fait, quand le joueur est mort, on a juste à faire un isPlayerAlive égale false. Donc en gros, on lui dit de base le joueur est en vie. À chaque fois qu'on augmente le score, on vérifie est-ce que le joueur est en vie, si oui, on incrémente. Quand le joueur meurt, là on récupère le signal, on lui dit ben, le joueur est en vie, non, il est plus en vie, du coup on rentrera plus dans sa condition, donc on arrêtera d'incrémenter le score. Donc là, si je lance le jeu, on voit qu'on a le score qui s'incrémente, tac tac tac, et si je me prends un astéroïde, paf, le score s'est arrêté. Parce que, alors c'est vrai que ça peut être un peu compliqué au début, mais dans le joueur, enfin déjà, dans l'astéroïde, le joueur est entré en collision avec l'astéroïde, donc on a appelé la méthode death du joueur. Cette méthode death, elle a supprimé le joueur, et elle a fait un emit de notre signal personnalisé qui s'appelle dead, qui lui-même, ce signal personnalisé, est connecté à notre joueur, à notre level, tout simplement, et on lui a changé la variable isPlayerAlive à faux, et donc du coup cette vérification n'est plus vraie, et donc du coup on incrémente plus score. Donc avec Godot, c'est souvent des trucs comme ça, des signaux qui permettent d'accéder à d'autres nœuds auxquels on n'a pas accès, qui permettent de donner des informations aux parents, etc. Et du coup, ça permet de créer ce genre de choses assez facilement. Donc là, il nous manque en fait un dernier truc pour notre jeu. Maintenant qu'on a tout ça, c'est d'avoir un game over. Parce qu'on peut mourir, on a le score qui arrête de s'incrémenter, mais on ne peut pas relancer le jeu, et le jeu s'arrête comme ça, et voilà, il ne se passe plus rien, ce qui n'est pas fou. Du coup, on va créer eh bien, en fait, une petite interface toute simple de game over qui va nous permettre de relancer le jeu tout simplement quand on a perdu. Donc pour ça, on va créer une nouvelle scène qui va être eh ben, un canvas layer, comme on l'a vu à chaque fois qu'on fait une interface. Alors on n'est pas obligé de faire un canvas layer à chaque fois que vous faites une interface, mais dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a à faire. Donc ça, on va le renommer game over, par exemple, game over, tac. On va le sauvegarder. Donc là, on a notre petite scène de game over qui est vide, et on va lui ajouter trois choses. On va lui ajouter un fond, on va lui ajouter un texte et un bouton. Donc on fait plus ici. Pour ajouter un fond, donc c'est color. Alors
En fait, rect, ça nous permet de gérer les textures rect, comme le fond qu'on a mis avec le fond de l'espace. Là, on veut pas mettre une image, on veut juste une couleur, donc on prend un color rect. Et ici, on a un rectangle de couleur. On peut choisir la couleur, donc ici on va mettre un genre de noir en fait, et on va baisser son opacité. Donc on met une couleur assez foncée, et on met une opacité un peu réduite pour que ça soit transparent, puisqu'en fait ça va s'afficher par-dessus le jeu. Donc on met un truc genre voilà 175 en opacité, hein, on pourra venir changer tout à l'heure si besoin. Et on fait comme on avait fait avec le fond, on va là et on lui met l'encre full pour que ça prenne tout l'espace. Donc là en fait on a un fond. Si je lance la scène, vous voyez on a juste un fond. Donc là on voit rien parce que ça ne fait qu'assombrir le fond. Et on va ajouter deux choses, c'est un label, hop, pour avoir un texte. Là on met genre game over par exemple, point d'exclamation. Et on va lui ajouter aussi un bouton pour relancer le jeu. Donc hop, un petit bouton qui est affiché là mais on voit pas. Donc là on met retry par exemple, qui veut dire relancer en anglais, et je vais juste le baisser un petit peu parce que là, voilà, c'est pas très bon. Donc là, on a nos deux textes. Alors ce qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, hein, label setting, new label setting, on clique, on ouvre ici et on lui met, hop, la typographie, pour avoir une plus belle typo, et là, on peut y aller sur la taille, hein, on peut mettre genre un bon gros 70 par exemple, et on va ensuite centrer ce texte. Donc pour centrer avec l'encre ici, on va lui dire au milieu de l'écran, donc on lui, paf, au milieu de l'écran. Et là on a le texte qui est complètement centré. Donc ça c'est pas mal. Le bouton il est un peu moche par contre, donc on fait pareil. Hein. Alors là, oui, petite spécificité, les labels, on a la fonte, donc la typographie qui est gérée ici. Les boutons, non. Les boutons, vous voyez ici, c'est icône qu'il y a. Donc il faut aller, il faut descendre, il faut aller dans Theme Override, et là ici vous avez fonte. Et là vous pouvez du coup à la place de fonte en petit mettre, hop, la typo, et ensuite ici on a la taille, donc on va mettre un truc un petit peu plus sympa, genre 25, c'est pas mal. On va aussi centrer le bouton, lui on va le mettre en bas comme ça. On va le remonter quand même, parce que tout en bas c'est pas fou. Et on va le redimensionner parce que là il est tout petit. Donc pour le redimensionner, si vous reprenez le truc de sélection, vous pouvez le redimensionner. Et si vous maintenez Alt, ça va redimensionner les deux côtés en même temps. Parce que par exemple, si je fais ça là, hop, vous voyez que ça redimensionne le bouton, mais ça me le décentre complètement. Si je maintiens Alt et que je fais ça, hop, ça me met les deux côtés en même temps. Et je peux du coup, voilà, hop, avoir mon petit bouton comme ça. Je sauvegarde, et donc là on a ma scène de game over. Donc si je lance la scène, on a écrit game over et on a le retry. D'ailleurs le game over, je trouve qu'il est un petit peu bas. Donc on prend l'outil ici, là, hop, et on va le monter un petit peu quand même. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et donc là on a la scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter en fait au niveau, puisque le but c'est qu'elle s'affiche par-dessus. Donc on clique sur level, on clique sur instantiate, on prend game over, on prend open. Et là, on vient de l'ajouter par-dessus. Donc c'est ce qui va se passer en fait quand on va perdre. Hein, voilà, on aura la scène comme ça, game over, avec le bouton retry. Sauf que de base, on veut quand même éviter qu'elle s'affiche par-dessus. Donc on clique sur le petit œil ici, et hop, ça permet tout simplement de la cacher. Ce qui fait que de base, elle sera pas affichée. Si je lance le jeu, vous voyez, hop, elle n'est pas affichée. Par contre, si je reclique sur l'œil, ça l'affiche par-dessus. Et ça va être tout simple, hein, en code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand le joueur a perdu, on va afficher la scène, comme ça, tout simplement. Alors on va pas venir cliquer à la main dans l'inspecteur, on va faire par le code, bien sûr. Donc là, on bouge ça juste histoire de trier, hein, parce qu'en soi, ça changera pas grand-chose. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le script du niveau, parce que c'est au niveau de gérer l'affichage de ce truc-là, c'est pas au joueur. Donc on va dans le script du niveau, et là, on peut refaire comme les autres fois, donc on ready, var, du coup ça peut être game over UI par exemple, et on va chercher du coup le dollar game over, hop, donc on prend bien game over, hein, on veut l'entièreté du parent, toute la scène, et ensuite ici, comme on a notre signal ici qui va être trigger, qui va être déclenché à chaque fois que le joueur meurt, et on peut tout simplement faire un game over UI, donc on accède à notre game over UI, et on fait point visible, qui permet de changer la visibilité, et on met true. Donc true, ça veut dire qu'il est visible, donc ça permet de, comme si on cliquait comme ça sur l'œil, et si on mettait faux, c'est comme si on décochait comme ça l'œil. Donc là, dans notre cas, on veut mettre true. Ce qui fait que, comme on a déjà géré cette histoire de signal tout à l'heure, on sait quand le joueur meurt, et on passe juste tout simplement notre UI à visible true, comme si on cliquait ici sur le petit œil. Donc là, hop, si je lance le jeu, donc là voilà, on a le jeu, on a le score, tout ça, et paf, si je me prends, on a mon menu qui s'affiche, donc Game Over, on a le score qui est bien figé, donc on sait quel score on a fait,
Et il nous reste à faire ce petit bouton là, parce que quand on claque sur retry, c'est sympa, mais ça fait rien du tout. Ce qui est normal, c'est parce qu'il faut le faire par script. Donc on retourne dans la scène, Game Over, on clique du coup à la racine, on crée un nouveau script, Game Over, Create, et on va encore utiliser, une fois n'est pas coutume, devinez quoi, un signal. Donc on clique sur le bouton, on va dans Node ici, et là on a plusieurs signaux pour le bouton. Donc nous on veut le signal Pressed, donc qui va se lancer quand on clique dessus. On clique du coup sur la racine, puisqu'on veut le connecter à lui-même. Et là, on va pouvoir, à cet endroit-là, gérer qu'est-ce qui se passe. Et on va faire le plus simple, quand on clique sur le bouton, on reload le jeu. Enfin, on reload la scène courante, mais en l'occurrence, nous, c'est la scène principale, donc on relance le jeu. Pour relancer la scène courante en Godot, et pour gérer tout ce qui est scène, en fait, on a besoin d'accéder à un objet qui s'appelle getTree, qui va nous renvoyer en fait l'arbre de la hiérarchie, en gros, du jeu, si vous voulez. Et on fait point reload current scene. Et ce truc-là, ça fait, comme on a connecté le signal, ça fait que quand on clique, eh ben, on va relancer le jeu, tout simplement. Donc hop, si je lance, on a notre jeu, on peut bouger, et si je me prends, paf, le truc, on a le menu, on a le score, et si je clique sur Retry, on a le jeu qui en fait, il reload totalement la scène. Le reload current scene, ça reprend niveau, et ça le recharge à nouveau. Si on avait un func ready ici, ça relancerait le ready, ça remet tout à zéro, et donc du coup, ça nous permet d'avoir une scène bien propre, sans s'amuser à avoir à gérer, à remettre le score à zéro, à supprimer les astéroïdes, à les remettre là. On fait un reload current scene, quand on clique, et là, hop, du coup, on a un nouveau jeu tout propre. Donc là, félicitations, si vous avez réussi à venir jusque-là, vous venez de créer un petit jeu avec Godot. On a vu toutes les bases du logiciel. On a un jeu, alors qui est certes très simple, mais vous avez vu, c'est quand même un petit peu long, même de créer un truc aussi simple que ça. Alors forcément quand on n'est pas habitué, mais après ça va de plus en plus vite, et surtout on a vu toutes les fonctionnalités principales de Godot. Donc on a vu le système de scène, le système de nœuds, le scripting, comment instancier un nœud une scène à partir du code, comment accéder à des éléments à partir du code, et les signaux, tous les concepts fondamentaux. Là vous avez un petit jeu, alors qui est certes pas très dur, mais on peut le rendre plus difficile assez rapidement, vu qu'on utilise des variables partout. Par exemple, là, le timer, au lieu d'avoir un score toutes les 1 seconde, on pourrait mettre un score toutes les 0,5 secondes. Et dans notre spawner, ici, au lieu d'avoir un astéroïde toutes les 2 secondes, on pourrait avoir un astéroïde toutes les 0,5 secondes. Et là, du coup, on aura un jeu qui est plus difficile, enfin, on va avoir plus d'astéroïdes qui spawnent. Alors, comme là, on n'a pas beaucoup de... On a même un jeu qui devient impossible, en fait. Mais comme on n'a pas beaucoup de points ici, c'est vrai qu'ils ont tendance à se coller, donc le 0,5 secondes c'est peut-être pas une bonne idée, on peut laisser peut-être 1 seconde et on commence à avoir un jeu sympa. Donc en tout cas bravo si vous êtes arrivé jusqu'à la base du jeu. Alors le jeu est assez simple, donc je vais vous présenter en dernier, là pour finir cette vidéo, quelques pistes d'amélioration que vous pouvez essayer de mettre en place pour améliorer le jeu. Les pistes d'amélioration de choses que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez aller plus loin que ce tutoriel, parce qu'on a pu voir les bases de Godot, mais on n'est pas allé très loin dans ce jeu, ça reste une vidéo et pas une formation complète. Donc voici quelques pistes que je vous propose pour améliorer le jeu. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo de solution, entre guillemets, enfin en tout cas de une solution, vous pouvez le dire en commentaire et je verrai si jamais c'est vraiment demandé pour faire une vidéo qui met en place toutes ces pistes d'amélioration. Alors les deux plus simples, ça serait d'ajuster les limites de la map pour le joueur. Donc là, je vous l'ai expliqué quand je vous ai montré les limites de la map. Aujourd'hui, on a le joueur qui dépasse un petit peu à chaque fois des limites de la carte, puisque son origine étant son milieu, eh ben, on a la moitié du joueur qui sort quand même de l'écran. Donc vous pourriez vous amuser à changer le calcul, ou bien à mettre des limites physiques d'ailleurs, pour ajuster les limites de la map et faire qu'on puisse vraiment pas du tout sortir de l'écran, parce que là on peut sortir à moitié partout. Un truc assez simple aussi que vous pouvez mettre en place, c'est un système de vie. On a vu tout ce qu'il fallait avec le score pour afficher une valeur et l'incrémenter. Vous pourriez refaire un système similaire, mais pour les vies, faire que le joueur ait plusieurs vies et que quand il se prend un astéroïde, il perd juste une vie, et que ce soit seulement quand il atteint 0 qu'on perde la partie. On a vu tout ce qu'il fallait pour mettre en place ce système. Je vous encourage vraiment à le mettre en place pour pratiquer. Après, si vous êtes un peu plus avancé en programmation, vous pouvez aussi mettre en place les deux autres éléments qui sont des tirs du joueur. Donc on a vu aussi également tous les éléments nécessaires avec l'instanciation de scène à travers le spawner d'astéroïdes. Il faudrait faire pareil avec des tirs, donc il faudrait avoir un sprite, une scène de tir qui serait instanciée quand on appuie sur un bouton. Par exemple barre espace, on tirait et le joueur pourrait détruire les astéroïdes. Donc on a vu tout ce qui est nécessaire, l'instanciation de scène, les choses sur les touches, les collisions. Vous pourriez aussi mettre un système de visuel aléatoire des astéroïdes. Là, tous les astéroïdes, c'est les mêmes. On a tout le temps le même sprite. On a vu comment faire des trucs aléatoires. Vous pourriez bien changer les visuels, faire qu'on ait plusieurs visuels d'astéroïdes et qu'ils soient différents. Et d'autres choses qui sont
complètement pour le coup ça, vous devriez être capable de le faire avec ce qu'on a vu dans la vidéo aujourd'hui. Ça, non, il faudrait aller voir la documentation, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez rajouter des sons, par exemple une musique de fond ou des tirs ou par exemple un effet de réacteur, derrière le joueur pour, avoir un effet visuel plus intéressant et là, on peut même aller beaucoup plus loin. On peut rajouter, des effets de caméra quand on se prend un astéroïde, on peut rajouter des particules et cetera. N'hésitez pas à expérimenter, c'est comme ça qu'on apprend. Je vous remercie d'avoir suivi, ce tuto. Je vous félicite si vous êtes arrivé au bout et que vous avez réussi à créer votre jeu. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire et à vous abonner pour avoir d'autres tutos et la suite d'un apprentissage sur Godot.